Bonjour Jean, c'est un immense plaisir de pouvoir parler avec vous après 5 ans. Alors j'ai le plaisir de parler à Jean Geoffroy qui est professeur retraité, je peux dire ça, professeur retraité? Pas du tout. Ah non, mais c'est pas retraité. Retraité, c'est quand tu fais plus rien. Puis, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est fini. Hein. C'est impossible pour moi de faire le truc. Alors attendez, comment je peux vous présenter? Que j'ai été professeur pendant 20 ans au Conservatoire de Lyon et que maintenant je m'occupe du département. Je suis responsable du département de création du Conservatoire. Okay. Le mec il m'enterre, tu sais. Non, mais bien sûr. T'es bien à la retraite là. Non, mais non. Très content qu'on a la possibilité de se voir aujourd'hui pour parler un petit peu de musique et de tout ce qui est lié à la percussion aussi en général. Mais je voulais justement savoir, que pensez-vous de la percussion au niveau du répertoire solo, des percussionnistes solo d'aujourd'hui? Comment vous voyez un peu ce que les percussionnistes font? Dans quel délire ils vont? Je pense que la percussion, si tu veux, c'est un laboratoire. Il faut le penser comme tout instrument, c'est un médium de recherche, c'est chercher quelque chose. Et donc on commence par du son, par des sons, par une infinité de sons, enfin tu connais ça. Oui. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver sa place comme n'importe quel interprète, mais c'est la même chose avec un piano, avec un violon. Ce sont des interfaces qui permettent de produire du son, des sons. La percussion, c'est une interface comme les autres. Et c'est son appropriation qui va modifier les parcours des gens, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, soit on veut rentrer dans une démarche classique, comme tu disais, donc, et là, on rentre dans quelque chose qui est issu du XXe avec l'instrument roi, l'interprète de milieu et une verticalité qui souvent isole ou écrase les autres. Ou alors, on en fait quelque chose pour ce quoi elle a été faite, c'est-à-dire accompagner, c'est-à-dire jouer avec. Alors, je suis très mal placé pour dire ça, parce que j'ai fait beaucoup de solos, mais si tu veux, le solo est intéressant en termes de recherche. Parce qu'un solo, c'est rencontrer quelqu'un à travers une œuvre, qu'il soit mort ou vivant. C'est rencontrer quelqu'un et essayer de regarder, comme je fais toujours, par-dessus. Un peu mon obsession, c'est de regarder par-dessus l'épaule du compositeur, voir ce qu'il voit du monde que je n'ai pas vu. Et que je ne verrai pas, et donc que je peux entrevoir grâce à lui. Et donc il y a toujours cette idée de se dépasser, en tout cas de se déplacer. De se déplacer. Et donc, si on se déplace déjà, si on veut voir ailleurs, on est forcé aussi de se déplacer par rapport à l'instrument. On ne va pas reprendre les mêmes choses, on ne va pas le reprendre là où on l'a laissé. On va essayer là aussi de bouger. Et c'est pour ça que je parle de recherche, c'est parce que tout ce qui est technique, grip, toutes ces choses qui sont... Eh bien, en fin de compte, ça participe d'un élan. C'est-à-dire que c'est pas... On a une technique suffisante à partir du moment où on arrive à jouer ce qu'on chante. Si tu délires en chantant une pièce, eh bien, tant que tu n'arriveras pas à la jouer au même niveau de ton délire vocal, eh bien, il faut que tu bosses. Et donc, si tu veux, l'équilibre, il est là. Et donc, ça ne sert à rien de faire des pieds au mur et de faire les championnats du monde du frisé. Dans l'absolu, ça ne sert strictement à rien, parce que si c'est pas... Par contre, si on en a vraiment besoin, effectivement, on trouvera les moyens. Moi, j'ai jamais vu... J'ai enseigné la percussion pendant 40 ans. Là. Et en fait, j'ai jamais vu un étudiant qui manquait des moyens. Jamais. J'ai jamais vu un étudiant qui avait des problèmes. J'en ai eu bien avant, quand j'étais dans des MJC ou dans des petites écoles où j'avais des élèves qui étaient adorables et qui, qui avaient d'autres problèmes. Mais dans mes années de supérieur, on va dire, j'ai jamais rencontré un étudiant qui avait des problèmes avec l'instrument. J'ai rencontré des étudiants qui étaient moins curieux, moins de désir, moins de talent, moins d'envie au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas de dire il faut sortir du conditionnel quand on en est là. Il ne faut pas dire j'aimerais bien, tu vois. Tu fais vite le tour. Mais si c'est vraiment nécessaire, si tu en as besoin, tu trouveras tous les éléments pour le faire. Et c'est là où l'instrument, en termes de laboratoire de recherche, est fantastique. Et c'est là où l'enseignant peut sinon former, parce qu'un enseignant, on ne forme pas. Il y avait, pas si longtemps, dans ce conservatoire que tu connais bien, un grand kakémono, c'était marqué « Ici, nous formons les talents ». Il n'y a rien de plus absurde, pédagogiquement, que d'écrire ça. On ne forme rien. Non. Au mieux, on les accompagne, au mieux, on les entrevoit, au mieux, on facilite les choses, mais on ne va pas les former. Enfin, c'est déjà un concept bizarre. On va parler de ça aussi après. Et donc, les accompagner, justement, dans leur recherche. Mais encore faut-il qu'ils en aient une. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'avoir des étudiants qui partent dans tous les sens de ça, comme ça on essaye de faire attention, Stéphane, allons là, ici, voilà, plutôt que de dire, mais il faudrait que tu fasses quelque chose.
que la compétition n'a jamais révélé le talent. Ouais. Jamais. C'est-à-dire que la compétition, que ce soit un concours international ou même une audition pour avoir un job ou n'importe quoi, ça n'a jamais révélé un talent. Ça, donc un désir. Ouais. Pour moi, talent, c'est désir. Hein. Ouais. Et ça révèle une adéquation entre une demande et un moment. C'est-à-dire qu'en gros, et j'en veux pour preuve des étudiants que j'ai eus qui se sont gaufrés au premier tour dans des concours d'entrée dans les orchestres, qui 6 mois après rentraient. Ouais. Donc ils n'ont pas fait de progrès en 6 mois avec moi. Hein. Donc c'est pas ça. Ça veut dire que c'était pas le bon moment. Et donc ça veut pas dire qu'ils ont fait des progrès. Ça veut dire simplement que ça correspondait à une attente. C'est un petit peu comme certains entretiens où les gens en face de vous ont une liste de mots dans la tête. Ouais. Il va falloir que vous leur dire à un moment donné. Eh bien c'est un peu la même chose. Ce sont des moments. Et donc, la compétition n'a jamais révélé le talent, jamais. Et donc, ça révèle un savoir-faire, ça révèle comment dirais-je, un comportement, ça révèle plein de choses qui peuvent être considérées comme positives. Dans la définition de ce que c'est que ces concours internationaux, moi j'en ai fait beaucoup, j'ai même été président Oui, je sais bien. Il y a un malentendu qui est de faire croire déjà que parce qu'on aurait un premier prix, on va avoir une carrière. Donc ça se saurait. La deuxième, c'est que on est toujours dans cette dynamique de formatage de l'interprétation. Et en fait, la difficulté, c'est... oui, je pense qu'il y a un très, très, très gros malentendu à ce niveau-là. Mais ça ne changera pas, ça, je pense. Limite. Alors, c'est pas que, moi, je ne me fais aucun souci avec ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour le faire. Certains concours sont simplement faits là pour... faire valoir les gens du jury. Ouais. Pour qu'ils existent encore un petit peu, d'une façon ou d'une autre. Aux dépens des étudiants qui, même s'ils ont une idée à peu près claire de ce que c'est que ce genre de truc, ils y croient, enfin il y a quelque chose d'intègre, et puis surtout ils jouent, ils s'y mettent, parce qu'il faut envoyer. Hein. Et donc ça veut dire qu'ils sont un peu utilisés dans ce truc-là, et ça devient et les résultats souvent sont en partie prévisibles, et parce que dis-moi d'où tu viens, je te dirai jusqu'à quel rank tu peux arriver, quoi. Alors là, je suis un petit peu... Non, mais je comprends très bien. Mais il y a un petit peu de ça, et moi, j'en veux beaucoup à l'évolution de certains concours qui, au départ, étaient tout à fait justifiés et absolument indispensables, dans le sens où ils permettaient des rencontres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, chacun est dans sa chapelle, dans son truc, dans son pays, tout ça. Et là, ça permettait des rencontres. Et il aurait fallu passer du concours compétition à un concours rencontre. C'est-à-dire une proposition de programmation où la sélection ne se fait pas sur un savoir-faire, mais sur un projet, sur une idée musicale, sur une... Voilà. Et on peut demander, plutôt que de savoir, avec des premiers tours, deuxième tour, des pièces à jouer, définir un récit musical et on fait entendre des gens. Et ensuite, en face, plutôt que ça soit des spécialistes de la spécialité, ça peut être des directeurs de festivals, des directeurs de théâtre, mais qu'on ouvre ça et qu'on mette en valeur, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer, hein. Ça veut dire simplement qu'on contextualise. Le propre du concours contemporain, et ça c'est le drame du XXe siècle, enfin le drame, il y en a eu d'autres, hein. Mais ce que je veux dire, c'est le problème, c'est qu'on a décontextualisé le moment de l'interprétation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour ça que c'est devenu un produit. On joue la même chose, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Moi, j'étais 15 ans timbalier, j'en répétais les pièces. La contextualisation n'existait pas. Donc, en gros, on était en train d'écouter un produit. Tu ne trouveras jamais ça dans la musique traditionnelle. Elle est toujours dans un contexte. Les récoltes, une fête, un mariage, un enterrement, j'en sais rien. Et donc, de fait, la musique n'a pas besoin de se justifier. Donc, elle n'a pas besoin d'apparat. Elle est totalement nécessaire au moment où elle est jouée. Et je pense qu'en Occident, on a bien réussi à nettoyer ça. À l'époque, au XVIIIe, c'était toujours contextualisé. Soit c'était pour la musique religieuse, soit c'était pour... Mais il y avait toujours quelque chose qui encadrait la musique. Elle n'était pas extraite de sa signification et de son sens propre. Et après, on a un peu nettoyé, et puis après il y a eu tout le business du XXe siècle, c'est-à-dire qu'en gros les grands chefs d'orchestre, les grands solistes, et on est encore dans la queue de cette comète-là. Mais tant qu'il y a de l'argent à se faire, je pense que ça va continuer. Contemporain, c'est quoi ? C'est un regard sur le monde, comme je disais avec le compositeur tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il voit. Et donc, la musique contemporaine, c'est la musique qui n'est pas un écho au monde, mais qui est une réponse, qui est une résonance. C'est-à-dire que dans la résonance, il y a... c'est un peu comme quand tu envoies un son, suivant le lieu, il va résonner particulièrement, ça ne sera pas tout à fait la même déformation. Eh bien, on ne doit pas être un écho,
il faut qu'on soit une résonance à ça. La musique contemporaine, c'est qu'est-ce qui résonne dans ce monde, et avec ses drames, avec ses joies, avec ses lumières, avec ses côtés sombres, mais c'est tout ça. Et donc, là, on n'a pas à justifier de jouer de la musique contemporaine ou pas, on a simplement à se dire, c'est quoi être musicien aujourd'hui, parce que du Chopin peut être contemporain. Je réponds à un gars là, qui m'écrit pour un article, là. Mais il me dit, comment différeriez-vous la musique contemporaine? Mais je ne vais pas la définir. C'est l'aujourd'hui. Je comprends pas qu'un étudiant qui prétend vouloir être professionnel se refuse à ce point-là de voir son monde. Quelqu'un qui va être violoniste et qui ne veut... ça va aller jusqu'à Debussy et pas tout, tu vois. C'est un problème, c'est-à-dire que ce mec-là, il est complètement déconnecté. La musique contemporaine en elle-même aujourd'hui, les créations qui sont faites aujourd'hui au XXIe siècle, ou même la musique fin XXe siècle, pour beaucoup de gens que je connais, pour beaucoup d'étudiants que je connais, ils n'ont même pas envie d'essayer de voir, de comprendre, de connaître ce monde. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial de comparer la musique, par exemple, de Bach, justement, que c'est du contemporain, parce que c'est une question de perspective et une question de regard. C'est une question de l'universel, c'est-à-dire qu'en gros, il ne s'agit pas de jouer de la musique contemporaine ou du passé, il s'agit quand on est aujourd'hui, en quoi ce qu'on joue est contemporain. Et il y a des pièces qui sont écrites ce matin, qui ne sont pas contemporaines, qui ne nous parlent pas d'aujourd'hui. Évidemment, tu auras des machins. Et c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas un problème de temps, ou de timing, ou de période, ou d'époque, c'est un problème de conception. Et pour tes gars qui ne veulent pas s'occuper de la musique contemporaine, ou les profs et tout ça, c'est... ils ont peur d'eux, ils ont peur de notre société, ils ont peur de se questionner, ils ont peur de se remettre en question, ils ont peur de ce qu'ils pourraient éventuellement découvrir. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les musiques qui t'accompagnent, les musiques dans lesquelles tu vas grandir. Ben, s'ils ne veulent pas grandir, ça les regarde, mais ils ne grandiront pas. Et ça veut dire que bien souvent, ces gens-là vont c'est ça qui est dramatique, c'est ils vont transmettre cette notion-là, voilà, et on va avoir une distorsion, tu te rends compte. Je repense toujours à Malek, l'immense compositeur avec qui j'ai eu la chance de travailler. Il m'a dit, vous comprenez, il a été prof à Paris pendant de composition pendant 30 ans, il me dit, vous comprenez, Jean, alors qu'il était super composition contemporaine et tout le monde croit comprendre Mozart, mais on n'y comprend rien. Tu vois. Et je trouvais ça génial qu'un gars qui était complètement à des années-lumière de Mozart, c'était une espèce d'immense reconnaissance, tu vois. On n'y comprend rien, tu vois. Tu écoutes le début de Don Juan, tu écoutes certains accords du reggae, enfin tu dis, mais c'est... Alors on pense toujours le petit truc léger, tu vois, le petit doigt en l'air, la petite flûte de champagne. En fait, si derrière, il n'y a pas cette gravité-là, et donc, il est où le garçon? Il est où entre les deux? Est-ce que c'était pas une fuite perpétuelle, sa vie? Est-ce que tu vois, voilà, et il fuyait quoi? Enfin, tu vois, et donc on rentre dans une complexité, et par ce biais-là, ce personnage est hyper contemporain. Tu vois, et rejouer aujourd'hui du Mozart, c'est jouer ça, c'est jouer cette espèce de contraste absolu entre les choses les plus dark qu'il y a dans sa musique et les choses les plus légères. Et donc, il va falloir trouver cette ambiguïté si contemporaine. Mais c'est ce que justement, le fait d'utiliser la phrase ce que vous dites très souvent d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec vous, le fait que vous disiez par exemple que Bach est un compositeur contemporain, parce que c'est une question aussi d'approche et de la façon dont on voit les choses, c'est quelque chose que je trouve qui est très mal compris. Oui, parce qu'ils répètent, parce qu'ils sont dans un musée, c'est-à-dire qu'ils reprennent Bach, 18e, oh là là, le gars, on met la perruque et tout. Voilà. Et donc, on voudrait reproduire quelque chose. Ça n'a pas de sens, la reproduction. C'est Faulkner, c'est le mouvement, c'est le poisson. Si le poisson s'arrête, il meurt, tu vois. Et il y a quelque chose qui est de la réappropriation, de la relecture permanente. C'est pour ça que quand on parle de création, ça fait marrer, parce que jouer du Bach aujourd'hui, c'est une création. Le seul fait que tu le joues en live, tu vas jouer du Bach demain, c'est une création, il va se passer quelque chose d'unique, de singulier. Tu vois. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. On a fait un travail avec les classes de culture musicale. Et il y a des étudiants, mais c'était super, qui ont commencé à présenter des compositeurs et tout ça. Il n'y avait que des créations, il y avait 27 créations. Et il y avait un gars qui disait, oui, alors c'est une écriture qui est loin de l'écriture traditionnelle et tout ça. Traditionnelle, définition, j'aimerais savoir. Enfin, tu vois, et en gros, si tu veux, parce qu'on est... Alors qu'ils sont super, mais tu vois, on est encore dans une volonté absolument de hiérarchiser. Tu vois. Moi, quand j'ai commencé à faire des disques, le tout premier que j'ai fait, c'était musique contemporaine. Après, j'ai fait mon premier disque Bach, et ça a posé un problème. Je te jure, alors je ne suis pas une star, hein, mais tu veux, ça pose un problème. Et puis après, au fur et à mesure, c'était ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait du Bach? Je te jure, j'ai vu des articles, pourquoi il fait du Bach? Alors que j'avais eu des prix avec le premier attaqué, tout ça, machin. Oui. Et qu'est-ce qui lui prend?
Pourquoi faire? Parce que c'était bizarre qu'un percussionniste puisse... Non, parce que c'était bizarre de vouloir être les deux. Alors qu'aujourd'hui, tu as un violoniste qui va pouvoir faire sur violon baroque, il pourra faire une cantate, et le lendemain jouer, je sais pas, un Dvorak ou n'importe quoi, tu vois, ou un Shostakovich, tu vois, sur violon moderne. Aujourd'hui, ça posera plus de problème. Il y a 40 ans, c'était un problème. Parce que tu étais vraiment... Et surtout en France, tu es catalogué. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il invente? Je pense que ça, c'est partout pareil. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a cette volonté de non-conception du musicien ouvert, machin. Alors que ce n'est pas la même chose dans les arts plastiques, ce n'est pas la même chose dans la peinture, dans la littérature. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont dans la danse, ils ont une conception du monde qui est nécessaire à leur art. Nous, on voudrait... nous croire capables d'être confits dans notre 19e sacré et de tout temps. On veut nous faire croire que le 19e est de tout temps. Ben non, on voudrait nous faire croire que le côté frontal, c'est une situation de spectacle de tout temps. Ben non, c'est un tout petit temps dans notre culture occidentale. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette idée du 19e, les grandes pop stars, donc comme Liszt et tout ça, qui sont arrivés, qui ont développé ça, et puis l'amour de l'inaccessible. T'as les grands pianistes, alors je ne vais pas dire de nom, si, Lang Lang, qui est monstrueux. C'est un monstre, ce type-là. Oui. Mais si tu veux, il est tellement parfait qu'il est... Comment tu veux parler aux gens quand tu es parfait? Comment tu veux rendre sensible un discours si tu ne laisses rien de fragile dans ce que tu dis, si tu n'as aucune hésitation, si tu joues massivement, si tu es toujours dans la performance, sur la virtuosité. Voilà. Comment veux-tu parler aux gens? Moi, les premiers signes, quand j'ai des étudiants où je me dis « Ah yes, ça commence à parler », c'est quand ça... Quand ça se calme. Quand il y a des problèmes. Je vais dire quand ça merde, mais c'est quand il y a des problèmes, quand ça commence à friser. Parce que justement, il y a une prise en compte du moment. Tout d'un coup, ah oui, ils sont plus dans leur cave, il y a des gens. Et donc, il y a une fragilité qui s'installe. Et c'est précisément dans cette fragilité qu'on les entend. Vous avez dit tout à l'heure que le talent, c'est du désir pour vous. Alors ça me fait penser à une interview de Jacques Brel, je crois, qui avait dit des trucs très, très similaires à ce que vous avez dit au niveau du talent, justement, parce que le mot talent aussi, c'est un truc qui est, je trouve, très controversé comme terminaison, en fait, parce que on a souvent, enfin moi en tout cas, j'ai souvent l'occasion de parler à des gens qui me disent ah oui, mais toi t'es chanceux parce que t'as tout eu dans quelqu'un d'en haut là qui t'a donné du talent, donc il y a tout qui marche automatiquement chez toi, et ils prennent jamais en compte la sueur, les larmes et tout ce qui est justement, enfin moi je dramatise un peu parce que vous connaissez très bien mon côté, voilà, mais justement vous croyez au talent comme on le voit aujourd'hui, ou c'est vraiment quelque chose beaucoup plus complexe au niveau du désir, ou peut-être des prédispositions? Il y a plein de choses dans ce que je veux dire qui sont fausses, au sens où on peut tout à fait prendre l'argument à l'envers. Je ne crois absolument pas au don, au sens dans l'absolu. Parce que croire au don, ça voudrait dire qu'il faut arrêter d'enseigner, quoi. En gros, je pense que si on définit le don comme étant curiosité, envie, désir, ok. Mais derrière, curiosité, il y a un effort, en tout cas on va chercher. Le désir, ça veut dire qu'on a une envie, donc on va vouloir la combler. Et donc ça veut dire que ce sont des adjectifs qui nous permettent... Alors on peut appeler ça du don parce qu'au final, cette personne qui a tout ça va peut-être plus avancer, mais ce n'est pas un truc qui vous tombe dessus. Et surtout, le talent a été complètement dévoyé. En fait, on devrait marquer sur toutes nos entrées d'école d'art... école du désir. Si on ne désire pas profondément quelque chose, ça ne marchera pas. Mais même que ce soit de la philo, des maths ou de la physique quantique, ou j'en sais rien. Si on ne désire pas, si on n'est pas un peu fou de ça au sens noble et au sens absolument sage du terme, parce que la vraie sagesse, c'est cette folie-là, c'est-à-dire que c'est cette chose qui nous porte, qui nous dépasse. On ne sait pas d'où ça vient. Et il y a une chose très intéressante. Pour justement essayer de définir ce que ça pourrait être, je me suis mis dans plein de projets, mais de demander aux étudiants quelle était l'origine du pourquoi ils sont là. Alors, et je leur ai dit, me faites pas le coup, j'ai rencontré Rostro ou machin, non, parce que s'ils ont rencontré Rostro, c'est qu'ils sont allés au concert. Donc moi je veux savoir avant, qu'est-ce qui avant. Et en fait c'est un metteur en scène qui m'a fait penser à ça. On travaillait sur un projet et en gros définissez-vous par cet avant.
Plutôt que de dire bonjour, je m'appelle Choupard, j'ai fait ça, je fais du kazoo et ainsi de suite. Non, il y avait cette idée de qu'est-ce qui justifie au sens humain que vous soyez là et quelque chose qui soit. Alors, ça peut être effectivement une rencontre parce que ta grand-mère t'amène au concert ou ton père ou ta mère. Bon, ça peut être ça et t'étais pas au courant, tu vois. Mais souvent, il y a quelque chose, à un moment dans notre vie, qui nous a dépassés. Et souvent, la société, on a oublié ça, comme j'avais déjà dit. Il y a souvent des étudiants qui font des choses, ils ne savent même plus pourquoi ils les jouent. Et donc, il y a un rapport, il y a quelque chose qui est rompu. Le mot désir ne signifie pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, j'ai l'impression, surtout au niveau de... Pour moi, il signifie la même chose. C'est-à-dire, pour moi, il signifie un élan, il signifie quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est de l'ordre de qui nous surprend nous-mêmes. Oui, mais vous ne trouvez pas que c'est de plus en plus rare de voir ce genre de désir, justement, dans un jeune de 19-20 ans? Non, c'est parce que tout conduit à ce qu'on l'oublie. C'est-à-dire qu'en gros, tout est écrasé. J'étais en seconde, je m'arrache dans les couloirs du métro de la place d'Italie, donc dans le sud de Paris, pour rejoindre mon grand frère pour aller voir mon premier concert rock. C'est-à-dire que j'étais pas du tout ni en train de jouer, ni en train d'écouter machin, j'étais en train de m'arracher, parce que je sais qu'il ne m'attendrait pas 3 heures, dans la 4L, et avec mon sac, et je me vois courir. Et tout est venu de là. Et ça, c'est avant tout. C'était avant tout. Alors après, comme par hasard, ce concert a été une révélation pour moi. Comme par hasard, cette générosité, cette envie du commun, cette envie du groupe, sur lequel j'ai totalement échoué, mais cette envie du groupe, du collectif, et en fait, si tu veux, est venu de là. Et ça ne m'a jamais arrêté. Et quand j'ai eu la chance de jouer des Beethoven à l'orchestre, je faisais du rock. Quand je joue du Bach, je joue du rock. Enfin, en tout cas, du rock dans le sens de la générosité, de la chose qui est apportée, à échanger et tout ça. C'est absolument pas... Et on peut retrouver cette espèce de puissance et de ces moments de grâce, justement, dans des suspensions, dans des silences qui paraissent interminables, mais que tu tends, puis à un moment donné, hop, tu en fais quelque chose, tu vois. Mais tout vient de là. Tout vient de ce mec qui j'avais, je sais pas, 18 ans, maintenant, enfin, ou 17, j'en sais rien. La timbale dans l'éducation, en général, de mon côté, en fait, d'après mes propres observations, ça reste justement un instrument qui est pas très... comment dire? Il n'y a pas beaucoup d'attraction. Pour les jeunes, attention. Ben oui, parce que ça commence par le répertoire. La timbale, c'est aimer un répertoire, enfin les répertoires. Oui, voilà. Mais comment la timbale pourrait être mis dans un cadre pédagogique, dans un cadre où il y a une éducation à suivre? Alors, ça dépend. Ben, tu commences tonique dominante. Une petite symphonie de Haydn, boum boum, tu les fais jouer, tu les fais improviser. Mais les gosses, alors évidemment, quand tu as 18-20 ans, c'est un peu Alors ça, compliqué. je parle surtout de ça, à partir de 18-19 ans. Mais je pense que si tu veux, le problème, en tout cas pour les enfants, il y a une chose évidente, c'est que les notions d'envie, de désir, de curiosité, on est bon. Le problème, c'est qu'après, ça devient compliqué, parce qu'il y a la posture, il y a toutes ces histoires qui se passent, voilà, on est tous là-dedans. Enfin... tous passés là-dedans. Et donc, il y a un moment donné où ça devient plus compliqué. Et puis, on se regarde énormément. Et puis, on regarde surtout beaucoup les autres. Et puis, on regarde encore plus ce que les autres voient de nous. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient une espèce de mimasséphène, une espèce d'égocentricité, machin. Et c'est que des blocages. Le problème, c'est que quand tu as des grands étudiants, on est toujours en train d'imaginer qu'on devrait sans cesse leur donner la béquille. Il n'y a pas d'enseignement s'il n'y a pas au minimum une estime réciproque. Ça ne veut pas dire, surtout avec tous les débordements, les dangers provoqués, mais il faut qu'il y ait au minimum une estime réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que de ton côté, tu sois suffisamment ouvert pour accepter des propositions qui te sembleraient complètement... tu vois, un peu bizarre, et de l'autre côté, qu'ils veuillent bien entendre. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement commun. C'est pas quelqu'un qui dirait, tiens Stéphane, voilà ton truc et tout ça. Non, c'est pas ça. Il faut que tu fasses comprendre qu'ils vont en avoir besoin, que le truc, il est là, s'il a soif, il a le verre d'eau, et il va falloir qu'il tende la main. Et toi, son boulot, c'est de lui dire, voilà, il est là le verre, vas-y, alors comment on fait, tout ça, et c'est à lui de faire ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si il a vraiment soif, donc toi, ton boulot, c'est de lui donner il faut qu'il ait soif. Faut le remettre, tu la sèches, tu lui donnes pas à boire pendant une semaine, et là, il va savoir comment prendre le verre. Eh bien, c'est facile à dire, mais c'est la même chose, en fait. C'est vraiment la maïotique, tu vois. En gros, si tu veux, il sait très bien comment faire. Il faut qu'il ait conscience qu'il ait réellement envie et le besoin de le faire. Et à partir de ce moment-là, il va jouer timbale. Si le mec, il entend, je sais pas, la 9e, je prends des trucs très classiques exprès, comme ça, tout le monde parle la même chose.
Mais si le gars, il est si le gars, il est porté là-dedans, et ou la cinquième de Shostakovich, de Tchaïkovski, enfin, on s'en fout. Mais si tu veux, tu as des trucs qui sont physiques, totalement physiques, et si le gars, il le sent, t'inquiète pas. J'ai l'impression que souvent les gens font de cet instrument en mode je fais du Carter et que la timbale solo c'est que du Carter parce que c'est un truc qui est très compétition parce que les 8 études de Carter c'est partout maintenant sûr, et à part ça c'est un truc moins intéressant. Et ce qui est intéressant c'est quand tu joues les Carter c'est de faire entendre la timbale, de faire entendre son histoire, de faire entendre à travers les couleurs, à travers tout ce que tu veux, de faire entendre cette profondeur. C'est un amplificateur de l'émotion fou, la timbale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un amplificateur du son. Et donc, comprendre ce que c'est qu'une résonance, comprendre ce que c'est qu'un son étouffé, comprendre que c'est un bord, des jeux de timbres, de son, en soi, c'est un laboratoire. La timbale, c'est notre seul instrument, mis à part peut-être le tambour ou la caisse claire, qui se révèle par son répertoire et non pas par ce qu'on peut en faire. Exactement. À l'inverse du marimba qui est disons mais ça on va parler après du marimba. S'il y a des jeunes aujourd'hui de 18-19 ans qui ont accès sur Spotify à absolument tout, mais qui n'ont jamais écouté ce genre de musique et qu'ils ont vraiment du mal à rentrer un peu dans ce monde justement vous avez parlé de Brahms ou de Stravinsky, etc. Comment faire en fait pour essayer de... En fait, il y a deux choses. En musique, pour moi, quand on essaie de définir les musiques, parce qu'après la curiosité, tout ça, c'est lié. Il y a en gros deux styles de musique. Tu as les musiques qui t'accompagnent du matin, midi, soir, et la musique dans laquelle tu grandis ou qui t'aide à grandir. Moi, celle qui m'accompagne, tu as compris, c'est le rock. Je peux pas marcher, je peux pas respirer, je peux pas me lever le matin. C'est mon énergie. Je n'ai jamais rien appris dans cette musique. Elle ne m'a jamais rien appris. Et c'est une présence, c'est du lien, c'est une façon d'accepter ce qu'on est aussi. Enfin, il y a tout un bazar autour de ça, mais j'ai jamais rien appris. Et ce sont des musiciens monstrueux. Moi, quand je les ai vus, le premier groupe, avec mon frangin, je m'accrochais, c'était aux Avatars de la Villette. Là, j'étais comme ça derrière le pied, parce qu'évidemment, ils avaient fait double recette, enfin bon, des escrocs totaux. Mais en fait, si tu veux, j'étais bouleversé par ce son-là. Ce qui m'arrivait en pleine poire, je ne comprenais pas. Et donc, si tu veux, j'ai été fasciné par ces gens-là, mais j'ai rien appris pourquoi ? Parce que j'étais dedans. C'était ma musique. J'étais déjà quelque part. C'était déjà arrivé quand tu entends un truc, même une pièce classique, t'écoutes la Saint-Jean, de bas, la première fois de ma vie que j'ai entendu ça, mais j'étais ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'était monstrueux. Et je pense que donc il y a ça. D'un côté, donc c'est très important parce que c'est ta racine, c'est de là où tu viens. Et quoi que tu fasses, ça sera lié à ça. Il faut le reconnaître, il faut simplement en avoir cette conscience-là. Puis de l'autre côté, et c'est là où ça devient intéressant, tu as les musiques dans lesquelles tu vas grandir. Donc c'est des musiques a priori, t'es là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Comment je fais avec et tout ça ? Et donc, il faut un minimum de curiosité. Il faut un minimum d'envie d'aventure, d'envie du risque, de se risquer à aller écouter. Et pour aller écouter, il ne faut pas y aller avec une posture. Il faut y aller avec... Ok, on ferme les yeux et on voit ce qui se passe. Voilà. Et à partir du moment, le grand deal, c'est ces musiques qui te font grandir, donc lesquelles tu ne te reconnais pas a priori. Parce que c'est pour ça que tu ne grandis pas avec cette musique-là, que ce soit le jazz ou le rap, ce que tu veux. Tu ne grandis pas parce que tu es déjà dedans. Là, tu n'es pas dedans. Et le jour où tu vas être dedans, ta vie va changer. Ta vie va être complète. Et moi, si tu veux, pourquoi je suis passé de la musique rock à la musique dangereuse c'est pas mal ça. Oui, c'est familial ça. Et donc, tu veux... Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans ? Et en fait, c'est parce que j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Déjà, il n'y a rien à gagner, donc il n'y a pas un rond. Donc. Et puis, c'était la liberté absolue en termes de format, en termes de son, en termes d'inouï, au sens jamais entendu pour moi, tu vois. Et j'ai découvert des gens qui étaient je ne peux pas te faire des caricatures de compositeurs, mais j'en aurais à l'appel, mais si tu veux, qui étaient totalement habités par ça. Et donc, rentrer là-dedans, c'était rentrer dans un monde que je ne connaissais pas, que je n'imaginais même pas. Parce que moi, j'étais formation classique, machin, tout ça. Et tout d'un coup, je suis rentré dans un univers de son, un univers de forme, un univers de générosité au sens du jeu. Et les premières grandes rencontres que j'ai eu la chance d'avoir, parce que vu mon âge, on n'a pas la même génération, donc on n'a pas vraiment vécu les mêmes époques. Et donc, il y avait un rapport avec le compositeur qui était très différent. Et si tu veux, des reconnaissances...
de rencontres qui étaient incroyables. Et donc, si tu veux, ce qu'il faut, c'est que dans les propositions, dans les aventures musicales, il y a un moment de réconciliation. C'est-à-dire qu'en gros, on apprend quelque chose, c'est le moment de l'appropriation, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu te le prends pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu te le prends avec toi. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu seras la star et que ça sera comme ça qu'il faut le faire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, et je rejoins, on va être dans cette résonance. Ouais. On va être dans cette espèce de réponse à un texte ou à une aventure musicale, théâtrale, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je me retrouve dedans et comment je peux me l'approprier? Et après, hop, tu la mets du côté des musiques qui t'accompagnent. Ouais. Tu vois, tu essaies de faire un peu ça. Ouais. Mais c'est important parce qu'on ne joue une musique vraiment au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'on en joue à partir du moment où on se l'est approprié. On est très bon pour l'apprentissage. Nos écoles sont très très bien faites pour aller vite et tout ça. Mais l'appropriation, c'est un temps qui n'appartient qu'à toi. L'appropriation, c'est un temps qui n'appartient qu'à toi. Ouais. C'est le moment où personne ne sait comment ça marche quand tu es prof. Quand tu prends un exemple, tu as des petits gosses, tu fais travailler le rat de 5. Hein, bon. Oui. Et donc tu lui expliques la tenue, Stéphane, attention, la balance, la machin, le truc et tout ça. Ah, écoute-toi, joue pas trop fort, bien au bon, enfin bon, tu vois tout ça, voilà. Et donc tu lui expliques tout. Mais tu sais pas quand est-ce qu'il va comprendre. Il comprend ce que tu dis, mais tu sais pas quand est-ce qu'il va se l'approprier. Et un matin, 15 jours, 3 semaines, ou jamais, on peut espérer que ça peut marcher, 15 jours après, il en fait un. Et là, c'est à tomber, tellement que c'est magnifique. Parce que, si tu veux, il savait comment le faire. Il fallait juste qu'il en comprenne quelque chose pour lui. Et donc, tu aurais pu lui dire des choses ici. S'il n'entend pas, tu vois, c'est toujours l'idée du vocabulaire. Il faut essayer d'être en phase. Quand on travaille, on est atomisé. On fait plein de choses partout. Il faut aller voir ailleurs et tout ça. Et c'est important. Le problème, c'est qu'on est dans une époque où il n'y a que l'atomisation qui marche. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là. Alors, les mecs, ils sont pareils, ils sont à 8000 tous, ils ne savent même plus comment ils s'appellent. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a jamais le moment où ils vont se retrouver, ils prennent leur balayette. C'est ce que j'avais dit une fois, voudrais que, plutôt que de leur donner une carte d'entrée au conservatoire, il faudrait leur filer une balayette aux étudiants pour qu'ils puissent de temps en temps ramasser tous les petits bouts, là, machin, qui se reconstruisent quelque chose et qui se posent, et qui se fassent un bilan. Voilà. Et après, on se réatomise. Et voilà. Et donc, si tu veux, ce qu'il faut, c'est que dans les propositions, dans les aventures musicales, il y a un moment de réconciliation. C'est-à-dire qu'en gros, on apprend quelque chose, c'est le moment de l'appropriation, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu te le prends pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu te le prends avec toi. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu seras la star et que ça sera comme ça qu'il faut le faire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, et je rejoins, on va être dans cette résonance. Ouais. On va être dans cette espèce de réponse à un texte ou à une aventure musicale, théâtrale, ce que tu veux. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je me retrouve dedans et comment je peux me l'approprier? Imagine, on est tout en train de se balader là dans un musée et puis tout d'un coup, un d'entre nous il voit un truc, il dit c'est quoi ça? C'est génial. Donc il est là, donc déjà l'émerveillement. Donc en tout cas, voilà, c'est un truc qui prend pleine figure. Donc émotion. Alors le mec il est là, on va dire que c'est toi, donc t'es là. Et puis nous on est en train de regarder autre chose. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas te rapprocher, parce que tu dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et donc là, tu t'approches doucement. Au fur et à mesure où tu t'approches, tu te rends compte de la complexité de l'objet, si c'est une tableau, des épaisseurs, si c'est au couteau ou quoi. Enfin, tu vois, tu te rends compte un peu de ce qui constitue vraiment la structure de l'œuvre, tu vois. Et là, tu arrives à 1 mètre, tu ne peux pas te rapprocher plus, parce que sinon, tu as le gardien qui dit, monsieur, reculez-vous. Et donc, tu es là. Mais quand tu es à 1 mètre, tu ne vois pas. Ouais. Et donc, mais par contre, tu peux tout décrire. Ouais. Voilà. Et bien, la plupart des gens s'arrêtent là. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont te la jouer, ils vont te présenter le truc, ils vont rien en dire. Ouais. Pour en dire quelque chose, il faut que tu refasses exactement le sens inverse. Tu reviens au point de départ, donc qui est le même que celui où tu t'étais épaté, machin. Et donc l'apprentissage, c'est ce chemin du point A au point B. Ouais. Tu vois, ça, tu apprends comment ça marche, le rythme, tout ça, machin. Et l'appropriation, c'est quand tu quittes. Et là, tu peux avoir réellement un regard singulier sur ce que tu as fait. Et là, tu peux en parler, toi, Bartek, en disant, voilà, par rapport à moi, j'ai vu ça. Et les gens verront ce tableau à travers tes yeux. Et si c'est quelqu'un d'ici qui fait, ça sera le même tableau, ça sera un autre tableau. Ouais. Et c'est ce qui fait, ça, c'est Faulkner qui disait, une phrase que j'adore, c'est, alors je ne veux pas te la réciter parce que là je suis arrivé en touriste ici, mais l'idée c'est que le seul moyen d'être immortel pour un artiste, c'est de créer du mouvement. Oui. De façon à ce qu'à chaque fois que quelqu'un sera donc lui c'est un écrivain, donc en lecture du bouquin, donc il dit Kilroy traverse la rue, tu vois, bon, à chaque fois que quelqu'un va lire Kilroy traverse la rue, le gars il va traverser la rue. Et donc c'est-à-dire qu'il est immortel, parce que chaque lecture est une remise en mouvement de l'œuvre d'art. Que ce soit un Van Gogh, un Bram van Velde, ce que tu veux, on s'en fout, peu importe,
ça recrée du mouvement Ouais. parce que ça nous redit quelque chose de notre époque. Ça nous redit quelque chose de notre aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de reprendre ces choses-là et pour en faire des pâles copies, ça ne servirait à rien. C'est simplement se rendre compte de l'intelligence de ces gens qui, à travers 2 coups de pinceau ou un coup de fusain, ont réussi à toucher une forme d'universel. Vous avez toujours votre classe de didactique au CNSF de Paris. Et je suis vraiment très curieux de savoir comment ça se passe au niveau de votre classe. Alors, il faut demander aux étudiants ça. Non, mais ce que je veux, en gros, c'est un laboratoire. Parce que ce qui est intéressant dans la didactique, c'est poser la question, comme je parlais du moment, tu sais, de la rencontre, du concert, c'est quoi le concert, tout ça. Eh bien, le cours, c'est un concert, au sens où on est dans un lieu, on est dans un espace, et il y a une attente de part et d'autre. Ouais. Donc on retrouve ça. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de partir, de lancer comme ça à la cantonade des grandes idées, et puis de voir comment elles rebondissent et comment elles se développent. Alors, je pars surtout à partir de grandes thématiques, parce qu'il y a à la fois les cours concrets, vas-y Stéphane, prends ta main droite, ainsi de suite, le rond, machin, et puis tu as tout ce qui permet de rendre ça, de mettre ça en perspective. Parce que s'il s'agit simplement de dire, alors comment tu fais tenir la baguette, la bascule, les marionnettes, j'en sais rien, tu vois, machin, bon, on va vite s'ennuyer. Par contre, à partir du moment où on dit, un étudiant, voilà, c'est une envie, c'est un désir, ça c'est une perspective, comment je tire un trait. Et l'idée principale, c'est par rapport à un petit gosse, moi j'ai été prof dans des MJC, dans les centres aérés, donc en gros, si tu veux, ils viennent avec une attente qui est de l'ordre du dé à coudre. Hein. Donc voilà, parce qu'ils veulent s'amuser, passer un bon moment. Toi, ton boulot, c'est de remplir, ça déborde, et qu'après, ils prennent un verre à cognac, et puis après, ils verront un, puis après, ils finiront par un... Et en gros, quel que soit l'endroit de l'enseignement, quelle que soit la situation, la place est exactement la même. Je suis exactement le même quand on travaillait ensemble à Lyon que quand j'étais dans ma MJC. J'étais exactement le même, j'étais exactement à la même place. Ce qui change, ce sont les attentes, ce sont les contenus, ce sont les... Ouais. Et en gros, si tu veux, toi, tu es arrivé à Lyon, tu avais déjà un truc comme ça, il fallait que je remplisse, tu vois, pour que ça déborde, puis voilà. Alors, mais si tu veux, le rapport est exactement le même. Il faut juste que ce soit plein et que ça déborde, que ça crée une nouvelle attente, qu'on ne se satisfasse pas d'un état, bah ouais, c'était bien choupard, super, passant à autre chose, mais bien sûr, tu vois. Et donc là, on est dans le convenu et on finit par s'ennuyer. Et c'est ça qui est fondamental. Et donc, lorsque tu as des élèves, je ne sais plus de quoi on parlait, mais quand tu as des élèves devant toi, justement, tu parles de tes grands là, qui se cherchent et qui ne savent pas, parce que c'est aussi une période rock'n'roll. L'idée, c'est de les faire prendre conscience qu'eux-mêmes sont en jeu. C'est-à-dire qu'ils ont rien de plus à attendre de toi que ce qu'ils voudront bien y trouver. C'est-à-dire que, et c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut rendre les gens dont on n'arrête pas d'en faire des gnomes en disant « bougez pas, on va le faire pour vous, regarde, t'as vu l'IA et tout ça, maintenant t'ouvriras ton truc, le mec il va te dire exactement ce que tu vas faire dans la journée. » Voilà, c'est magnifique. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on prenne conscience que l'attente de l'élève, ce côté nécessaire, ce côté moteur, est structurant du cours. S'il n'y a pas d'attente, qu'est-ce que tu veux dire à une chaise ? Coupe-toi un pied, puis tu vas te casser la gueule. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? On peut, et donc, sans ce minimum. Alors, par contre, à nous de le terreau, de l'enrichir, de le pousser, de le bousculer pour que ça trouve. Par exemple, imaginons que tu te lèves et que je veuille te bousculer. Tu n'es pas le genre de gars à vouloir tomber par terre. Donc, tu vas te récupérer. Tu vois ? Et donc, tu vas te récupérer à un endroit précis. Eh bien, c'est là où tu es. Je suis, tu es. Si je ne te bouscule pas, tu ne sais pas que tu es. Tu vois, tu comprends ? C'est-à-dire qu'en gros, le déplacement, quand je dis bousculer, alors évidemment, il y a des moyens pédagogiques peut-être moins physiques, mais il faut les bousculer, les gens. Sinon, comment veux-tu qu'ils se reconnaissent ? Mais vous ne trouvez pas que c'est plus difficile de bousculer aujourd'hui ? Il faut faire beaucoup plus attention. Je suis d'accord. C'est sûr. C'est ça. Ah oui, puis alors maintenant, on est beaucoup trop fragile, j'ai l'impression. Je me rappelle les premiers cours, je parlais de Japon tout à l'heure, les premiers cours, moi je faisais comme à Lyon, tu vois, donc la pépette, là, moi je la bousculais, tout ça. Putain, tu me touchais. Alors là, c'était parti, on était parti dans un truc, là. Mais non, il faut raison garder. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a vraiment cette notion on voudrait apprendre, on voudrait que l'apprentissage soit un long fleuve tranquille. Comme on nous n'arrête pas de nous vendre la vie comme étant un truc pur bonheur. On est quand même on nous trépanne quand même du matin au soir. Et l'enseignement ne peut se faire que s'il y a un angle.
quand on parle de l'histoire de la musique, on a l'impression, nous, que tout a été lisse depuis Monteverdi jusqu'à nos jours. Ça n'a été que des combats, que des luttes acharnées, que des... Voilà. Entre Jean-Sébastien et Carl-Philippe Emmanuel, tais-toi, papa joue. Donc déjà, il avait un peu mange ta soupe, tu vois, il avait un peu la musique de papa dans la tête. Et puis après, il fallait qu'il fasse autre chose, tu vois. Ouais. Entre Carl-Philippe et Beethoven, Brahms, tu vois, à chaque fois, ça a été des vrais conflits. On te parle toujours de Schoenberg comme étant le mec à tout casser. Mais ils cassaient tous déjà avant. Nous, sauf que nous, on lisse tout. Parce qu'on voit ça devant, on dit, tu vois, la perspective. Ah oui, mais c'est normal. Non, ça a toujours été ça. Ouais. Et le problème, c'est qu'on veut nous vendre de la ouate en permanence. L'enseignement, c'est une radicalité. Déjà, c'est politique, l'enseignement. Moi, j'ai appris ça, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, pour te dire que je suis lent. Mais oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une notion de réflexion sur soi-même, quelle que soit la matière, quel que soit le sujet, c'est se questionner soi. Et avoir de ce fait-là une espèce d'appréhension d'où j'en suis, sinon dans la société, parce que là, il ne faut pas quand même délirer, mais où j'en suis, moi, par rapport à moi déjà. Et c'est déjà pas mal. Il y a tellement de gens qui sont paumés, tu vois, que là, déjà, Et c'est pour ça que je parlais de Bagnolet. Mais du coup, c'est quoi et si vous serez capable de dire en quelques phrases, c'est quoi être un bon prof aujourd'hui, du coup un bon prof... Alors, c'est très bien comme question, parce que là, je suis coincé, là. C'est très, très bon. J'adore. Je pense que... Alors, si je suis archi synthétique, c'est apprendre à dire bonjour. C'est-à-dire... C'est pas mal, ça. Tu sais, on fait de grandes... Alors après, il y a des sciences de l'éduc, il y a tout ça, des gens magnifiques, hein, c'est pas le problème. Mais si tu veux... c'est pour ça que je parlais de pédagogie et pédagogisme tout à l'heure. On fait énormément de pédagogisme. C'est-à-dire que voilà, on essaie de machin. Mais la pédagogie, c'est... je suis en train d'écrire un bouquin, là. Ça, je voulais aussi en parler. À quelle heure il est ton avion? Non. Je voulais pas... Et donc, si tu veux... Un des premiers trucs dont je me rappelle, c'est j'étais dans une association, je commençais à faire des cours de percussion, donc je sortais de mon contrat aéré, ça me donnait une autre dynamique. Et je me rappelle très très bien, c'est qu'en gros, tu as des gosses qui sont hyper actifs et qui vont se ruer sur la batterie, d'autres qui seront coincés comme ça parce que lâchant pas la main de maman parce qu'ils ont peur, tu vois, machin. Et donc, dire bonjour, c'est pas simplement, c'est simplement accueillir. Et souvent, on est trop vite dans l'articulation du cours, le machin. Non. Déjà, soyons contents que le gars vienne, tu vois. Et espérons qu'il revienne la semaine prochaine. C'est-à-dire que pour moi, c'est très, très, très basique. C'est vraiment essayer d'installer, tu sais, quand je parlais de vocabulaire tout à l'heure. Oui. C'est installer un climat de confiance et surtout que cette personne, parce que c'est important quand tu es prof, parce que c'est souvent pour les gosses, les enfants, c'est la première fois qu'ils voient un adulte en solo. Et donc ça veut dire que cet adulte-là, ils ne sont pas forcés d'y venir, en plus c'est pas l'école, il faut qu'il soit toujours au même endroit. Bon ça vaut pour tout, mais il faut absolument, quand tu commences à avoir un élève ou un étudiant, il faut que tu sois toujours au même endroit. Ça veut dire toujours aussi chiant, aussi pénible, aussi intransigeant, aussi machin, mais aussi présent. Exactement. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ont besoin... Alors, j'en sais rien, parce que... Bon, mais on ne sait pas ça. Mais ma conviction profonde, c'est que ne jamais cesser d'être au même endroit. Je ne sais pas si c'est le bon endroit. C'est ça que j'ai pour ça faire attention. Oui. Parce que je ne peux pas prétendre ça. Mais toujours être au même endroit. Il faut que tu sois un repère. À la fois physique, dans la salle, dans le temps, dans la semaine et tout ça, il faut que tu sois un repère immuable sur lequel le gosse pourra s'appuyer. Parce qu'on est tellement en mal de repères actuellement, on est en mal de stabilité et d'engagement, parce que souvent, moi je vois bien les compositeurs avec qui je travaille maintenant, ont un mal fou à s'engager jusqu'au dernier moment, ils peuvent changer, tout ça, machin. Ils ont un mal fou à construire quelque chose, parce que tout est fluide, tu vois, tout est... Et je pense que dans l'enseignement, le temps de l'enseignement, ce moment de l'enseignement, ce lieu de l'enseignement sont fondamentaux aussi bien que ce que tu vas dire. Oui. Et ça va de pair. C'est une stabilité et c'est une écoute. Et c'est surtout un temps différent. Parce que les gosses ne sont pas forcés de venir, à la différence de l'école ou de toutes ces choses-là. Oui. Et donc c'est vraiment... Là, j'ai résumé au maximum. Alors évidemment, c'est bien plus parfait, que ça. Mais pour moi, c'est ça. Hein. La première chose, c'est ça. Et puis surtout, excuse-moi, je finis avec ça, c'est... être sur des notions d'enthousiasme, d'envie, de générosité, de son. C'est-à-dire qu'il faut qu'une classe, ça sonne d'abord. Même si, voilà, alors on y va avec de l'impro, on joue avec les doigts, on écoute, on découvre, on parle de ce qu'on dit. Enfin, tu vois, mais quelque chose que ça soit, et on revient de la mot dont on parlait tout à l'heure. Les trois qualités de l'enseignant, c'est anticipation, je parlais d'autre chose après, être fou et dingue des étudiants dans leur diversité, dans leur
potentialité et savoir s'effacer, savoir se retirer. Là, on est dans un vrai problème de relation au monde. C'est pour ça que tous les enseignements, et pas simplement les enseignements artistiques, tous les enseignements sont une façon de questionner notre monde. Et si on ne met pas ça au centre de l'enseignement dans nos magnifiques pays, il va y avoir quelque chose qui va nous échapper. Ouais. Tu sais, à l'époque, en France, il y avait les humanités. Alors, vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs, comme ça. Oui. Mais il y avait les humanités. Et donc, c'était tout un ensemble de matières qui faisaient les humanités. Comme avant, les grands philosophes, ils étaient philosophes, Toubib, enfin ils faisaient tout, tu vois, à la grande époque. Et donc, il y avait quelque chose qui était en regard de la personne humaine telle qu'elle est, telle qu'elle vit, avec toutes ses complexités, enfin tout ça. Et il y avait quelque chose qui s'en dégageait de cohérent dans l'enseignement, tu vois. On prenait en compte la totalité des choses. Et c'est pour ça que je développe de plus en plus, on n'en parlera pas, mais tu sais, de dispositifs de captation du geste, pour justement remplacer, par exemple, le terme virtuosité par présence, culture par curiosité. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, de façon à ce qu'on ait en mal de vocabulaire à ce niveau-là. Parce que quand tu dis le talent, non, c'est du désir. Avoir une profession, c'est croire en quelque chose. Métier, c'est avoir un besoin. Enfin, tu vois, tu peux tout à fait... par exemple, si on reprend un terme musical, qu'est-ce qui appartient dans un scherzo de Beethoven du minuet de chez Bach? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc, comment... par exemple, on en avait parlé 1000 fois, mais Presto... C'est pas à fond la caisse, c'est avec prestance, c'est-à-dire avec élégance. Alors évidemment, quand tu as envie d'être élégant, quand tu veux draguer, tu fais un truc, on y va, quoi. Tu vois, on se montre, on est fier et tout ça. Mais c'est vrai, tu vois. Oui, mais oui, bien sûr, penser avec prestance plutôt qu'à fond la caisse, ça change tout. Oui, exactement. Parce que tu es dans une révérence, tu es dans un élan, tu es dans du dialogue, tu vas aller chercher les gens. La pédagogie, il n'y a qu'une chose qui est incompressible, c'est le temps. Tu peux mettre un mec génialissime, si en face l'étudiant n'a pas le temps, pas de l'apprentissage, hein, ça peut aller vite, de l'appropriation. Il faut du temps. Donc avant qu'ils comprennent, et ça va pour une pièce, mais ça va aussi pour une pédagogie ou pour un cours, avant qu'ils comprennent, il faut lui laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. Et le temps, c'est, pour faire une classe, c'est minimum 5, 6, 6 ans, 7 ans. Ouais. Donc de toute façon, c'est pas comme ça, parce que même si au début, quand tu ouvres pour la première fois ta porte, et tu dis, voilà, je voudrais faire ça, eh bien, il faut qu'il y ait une histoire pour le faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se déroule dans le temps, justement, et que quand après un étudiant ouvre la porte de la classe, eh bien, tout est déjà dedans. Ça résonne déjà. Les projets, même s'ils sont finis, il reste des traces. C'est fantomatique, mais il reste des traces de ça. Et donc, ils arrivent dans quelque chose. En pédagogie, c'est revenir à des choses, déjà parler en valeur absolue, c'est-à-dire en gros tout questionnement doit être un questionnement personnel avant d'être un questionnement de l'étudiant. Et donc il y a quelque chose qui doit être une logique. Et puis tout relié à la notion de, comme on disait, présence plutôt que virtuosité. Comment je porte ce mouvement-là, comment je l'accompagne, jusqu'où je vais, dans quelle direction je vais. Et ça, c'est intéressant, que ce soit par rapport à une partition, que ce soit improvisé, que ce soit... Tu vois, il y a vraiment ces questions d'alchimie du temps, de la note, de la résonance, tout ce qu'on a dit avant. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant d'avoir cette idée en permanence, en filigrane dans tous les cours. Ne jamais rien lâcher de ce niveau-là. Tu peux lâcher sur différentes choses précises par rapport aux instruments. Là-dessus, il ne faut rien lâcher. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu dois toujours être au même endroit, à cet endroit-là. Il faut que tu sois une signature, en tout cas, que tu sois un repère absolument clair pour l'étudiant. À côté de c'est quoi l'enseignement, c'est ce que je disais, anticipation, être fou et savoir s'effacer. À côté de bonjour, en même temps que tu dis bonjour, il faut que tu dises la chance que j'ai d'avoir ce gosse-là. Si on dissocie cette chose-là, si on ne se rend pas compte de la chance que c'est d'avoir un gosse qui vient, bonjour monsieur, je voudrais faire de la percussion, c'est un moment de grâce absolue. Et si on ne le considère pas comme un moment donc, de grâce, donc de fragilité absolue, on passe à côté de tout. Percussionniste, en général, peut-être à cause de la nature de l'instrument, ne chante pas assez. Et vous utilisez souvent ce mot chanter. Vous chantez non-stop en fait. Surtout, je sais très bien comment vous... C'est le seul truc que je sais dire en japonais. Moto udate kudasai. C'est le seul truc que je sais dire en japonais parce que je le répétais sans arrêt. Et à la fin, ça devenait tellement gimmick que même pour prendre des photos, c'est moto udate kudasai. Donc, tu vois, mais justement, mais c'est ça que je trouve que c'est les étudiants, souvent quand je
Parce que je suis tout le temps en train de chanter moi aussi. Bah oui, bah et ils n'ont pas cette, ils ont pas cette, comment mais ils dire. n'ont pas compris le rapport à l'instrument. Ils le pensent comme une interface supplémentaire, alors que ça doit être le prolongement de leur voix. Exactement. C'est parce ouais, que voilà. moi, j'aurais voulu être chanteur de rock. Bon, t'as vu ma voix. Et donc, si tu veux, ça n'a pas marché trop. Et donc, comme je voulais jouer avec mon frangin, je me suis mis à taper sur des trucs. Mais si tu veux, on reparle du désir. Ouais. Ils veulent pas chanter parce qu'ils désirent pas. Non, mais c'est surtout parce qu'une caisse claire, comment une caisse claire peuvent chanter? Mais si, c'est la danse. Mais voilà, mais c'est pas un truc qui est évident pour les. Et je trouve que ça, c'est un peu ma mission aussi, C'est la danse. d'essayer d'ouvrir l'esprit. Mais tu danses avec eux, ram, voilà. takatam, ram, ram, takatam. Exactement. C'est une tarentelle, c'est une balançoire. Mais c'est si du les mouvement. gens ne font pas ça pendant 15 ans et puis tout d'un coup ils arrivent et il y a un fou furieux qui s'appelle Bartek Miller et qui est en train de faire des trucs chelous devant la caisse claire, c'est sûr qu'ils sont un peu choqués. C'est Mais normal. Voilà. Pendant qu'on travaillait ensemble, c'était 3-4 ans je crois en tout. Après je suis revenu encore pour travailler avec le duo, avec Shinchuan. C'est deux leçons que je ne vais jamais oublier de ma vie. Le best-of qu'on faisait ensemble en duo, ça c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Vraiment. Moi non plus. Vous répétiez souvent quelque chose que j'ai tendance à répéter aussi maintenant parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ne pense pas à percussion quand tu fais de la percussion. C'est-à-dire que vous avez souvent tendance à dire... Cette phrase, franchement, cette phrase, c'est quelque chose qui était un élément qui a déclenché beaucoup de choses dans ma tête. Quand vous étiez capable de me dire, tu penses trop en mode... il faut que tu frappes, enfin, tapes sur la lame, ne fais pas ça. Pense plus musique, pense plus tout simplement phrasé. Oublie que tu as des baguettes dans la main. Oublie que le processus pour faire sonner un marimba, c'est frappé. Ouais. Comment c'est venu en fait dans votre tête pour sortir? On en a déjà parlé, c'est le chant. C'est l'idée du chant. Voilà, oui. C'est l'idée de la voix. C'est l'idée de considérer l'instrument comme la suite, une espèce de prolongation. La première fois où j'ai été... où j'ai vraiment décidé de faire de la percussion, je faisais du rock à l'époque, et je ne sais pas comment je me suis retrouvé, c'était à Beaubourg, et donc Keiko Abe est venu jouer, il y avait un concert avec Silvio Gualda, c'était un festival, machin, il y a très longtemps. Oui. Et je ne l'avais jamais vu, et elle commence à jouer, et j'ai vu une femme toute petite, avec des grelots aux pieds, jouant, je ne sais plus quelle pièce elle jouait, et tout d'un coup j'ai entendu ce son, et j'ai entendu cette espèce d'évidence. Ouais. D'évidence totale. C'était quand ça? C'était il y a très longtemps, tu n'étais pas né. Et c'était un des rares festivals de percussion qu'il y a eu à Paris, c'était Silvio qui organisait ça. Et moi j'étais spectateur, et vraiment encore une fois, c'est marrant parce que tu as des moments dans la vie assez étranges. Et je me suis retrouvé là-dedans, et en sortant, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire ici, avec ce truc-là. Parce que j'avais été fasciné, et je lui ai redit, j'ai eu le plaisir, déjà parce que j'ai joué tous les ans pendant une vingtaine d'années avec elle. Ouais. Et en rentrant à l'hôtel un soir, je me rappelle très bien, je lui ai dit, parce que je lui ai dit, il faut quand même qu'elle l'entende, quand même, que je lui dise que si je suis à côté d'elle, c'est parce que je l'avais rencontrée moultes années précédemment. La plupart du temps, quand on dit le mot improvisation, on pense au jazz. Ouais. Au moins là, dans le milieu où je suis. Mais l'improvisation dans le classique, donc dans ce qu'on fait nous en tant que percussionnistes, dans le contemporain, dans les créations, etc. Je trouve que l'improvisation, c'est aussi un élément extrêmement important que j'essaie de faire montrer aux étudiants, qu'avant que tu commences à jouer ta pièce de multipercussion, là, essaie de découvrir par toi-même ce que tu as en face de toi, d'improviser un peu, mais c'est quelque chose qui est très... j'ai pas envie de dire le mot ignoré, mais... on pense pas assez souvent, en fait, les jeunes ne pensent pas, on leur montre pas assez souvent que l'improvisation c'est un élément très très important dans notre éducation. Et justement, je voulais savoir ce que vous en pensez tout simplement. Mais oui, en fait, si tu veux, c'est bien que tu dis ça parce que il y a plusieurs choses. Alors, il faut que je pense à tout. La première, c'est ce que tu disais par rapport aux multipercussions. Oui. On donne quelques indications, ça s'installe, et puis après, forme ouverte. Fais-moi un truc fort, piano fort, machin, tout ça. De façon à ce que pour peu que ce soit une installation un peu complexe avec des claviers, des métaux, des machins, des pots et tout ça, il faut en faire un seul set. Il faut en faire quelque chose de cohérent malgré l'hétérogénéité des instruments. Oui. Et donc, c'est par l'improvisation que l'étudiant va prendre sa place au centre et il sera lui seul une espèce de méta-instrument. S'il commence par la page 1, moi je me rappelle, j'avais fait Awards d'Eric Tanguy il y a très longtemps, c'est petit set. J'avais commencé par la page 1, totalement illisible. Je me suis fracassé la tête pendant des semaines dessus. J'aurais dû commencer par la page 3. Sauf que comme avant, je n'improvisais pas, on me demandait le truc tout de suite puisque j'avais le concert qui arrivait et tout ça. Et donc si tu veux, tu conditionnes ton rapport à l'instrument de façon totalement
absente puisque tu es rivé sur une partition. C'est-à-dire que tu ne profites même pas de ce que tu joues. Tu ne profites même pas de ta baraque. En plus, nous, on change de baraque tous les jours. C'est-à-dire la kitchenette est là, le séjour est là, ça a changé. Oui. Et donc, il faut se réapproprier ça. Et l'improvisation est un élément important. Une autre chose, c'est l'improvisation, le son. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais fait deux expériences quand je faisais des séminaires et tout ça. C'est par exemple, tu demandes à un étudiant, choisis-moi un objet. Donc, si c'est un marimba, c'est une lame de marimba. Si c'est un tambour, c'est un mode de jeu. Enfin, on réduit au maximum. Et je dis, voilà, tu as 30 secondes, c'est très long, fais-moi quelque chose. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'idée n'est pas une variation sur un thème donné avec un... non, c'est simplement sur l'idée d'une pulse, d'une attente, d'un sentiment d'avancer, de reculer. Parle-moi de quelque chose. Et puis, une deuxième chose, qui n'est pas tout à fait de l'improvisation, mais qui est intéressante, c'est tu supprimes toutes les nuances d'une pièce. Ouais, en gros, tu files une partoche, tu fermes toutes les nuances et on y va. Et donc, ça veut dire que le son est questionné a priori. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est quand tu vas forter, bum. Puis alors, quand tu as des pièces où tu as 5 fortés à la fin, là, tu sautes à pieds joints dessus, le marimba, tu es sûr qu'on a gagné. Mais si tu veux, tu commences par ça. Et donc, au début, tu vires tout. Et donc, le gars voit la structure, il voit les contrastes, il voit comment c'est fait. Donc, il peut analyser quand même globalement la forme de la pièce. Je commence. Quelle nuance? Eh bien, il va s'interroger sur ce qui suit. Donc, il va déjà être non pas sur une mesure, mais il va être déjà au moins sur 3 ou 4. Il dit, tiens, ça se conduit là, là, ça se densifie, donc peut-être que je vais soutenir. Et après, si le travail et c'est intéressant, en plus, comme je fais ça dans des séminaires et tout ça, c'est assez facile, tu vois. Mais ce qui est très bien, c'est qu'après, tu les enlèves et globalement, si c'est intelligemment fait, on est dans les mêmes rapports. Alors après, suivant certains, tu as des compositeurs qui font mettre des sforzando toutes les 2 minutes, d'autres qui en mettront jamais. Enfin après, c'est différent. Chacun a ses petits tics d'écriture. Mais globalement, si on a une vision de la forme à peu près cohérente, la voix qui va les porter devrait être cohérente. Et elle sera vraiment en rapport avec tes bras, ton poids, le poids de tes baguettes, ton envie, enfin tu vois, voilà, tu vas insuffler. Mais logiquement, bon après c'est différent, mais il n'a jamais écrit de nuance, le garçon, donc si tu veux. Mais moi, ça questionne tout ça. C'est marrant que vous parlez de ça, parce que mon père, par exemple, qui est clarinettiste, qui a fait ses études avec Guy Deplu au Conservatoire Normal ici à Paris, je m'en souviens la première fois quand il m'a sorti cette phrase, je ne sais pas, j'avais peut-être 8-9 ans, il m'a dit que Bartók, de toute manière, les nuances qui sont écrites sur la partition, c'est du business. Et moi, au début, j'ai pas compris en fait ce qui se passe. Il vient, mon papa. mais c'est seulement justement, il y a 5-6 ans que j'ai commencé à comprendre en fait qu'est-ce qu'il voulait. C'est la névrose des compositeurs. Non, les nuances, c'est important quand tu es dans un ensemble de musique de chambre, un orchestre, évidemment, parce que tu as des équilibres, donc tu fais un mixage, donc tu es forcé. Sûr. Mais en solo, c'est juste une névrose. C'est les gens qui savent pas trop. Donc... Avant de mourir étouffé entre l'exigence d'une partition et celle d'un instrument, toi tu es au milieu, il faut faire corps avec l'instrument. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que tu sois, que ce soit ta baraque. Parce que les ménages à 3, ça dure jamais très longtemps. Donc à 2, on arrive à un peu gérer un peu mieux. Donc en gros, il faut que tu sois toi-même, à l'image que pouvait être Keiko, tu vois, une espèce de méta-instrument, donc quelque chose où l'instrument est réellement le prolongement d'une intention. Alors ça, c'est très facile à dire, parce que de toute façon, parce que toute sa vie serait toujours un corps étranger malgré tout, mais en tout cas, il faut tendre vers ça de façon à avoir un rapport le plus direct et le plus simple possible à la lecture d'une partition. Mais en aucun cas, ça doit être la partition qui doit dicter ni un cours, ni une interprétation. C'est la différence entre est-ce que je joue ce qui est écrit ou est-ce que je joue ce que je lis. On est 4, on est 5 ici. Je vous donnerai à lire le même poème, on pourrait définir exactement la même définition de chaque mot, ça ne voudrait pas dire la même chose. Eh bien, lorsqu'on interprète quelque chose, que ce soit un tableau, imaginez on dit voilà un magnifique placard avec 5 entrées sublimes et tout ça, on va vouloir le décrire, mais aucun d'entre nous le décrirait de la même façon. C'est le même tableau. Voilà. Et le problème, c'est la reproduction du même. Et justement, ce que tu dis, on est dans sa partition là, et puis on va sur YouTube, on va voir comment... YouTube, c'est un désastre pour ça. Il faut l'utiliser, mais après, parce que si on l'utilise tout de suite, en fait, on se retrouve à vouloir être
influencé par quelqu'un qui en général est plutôt bon, et puis même, alors bon déjà il a une interprétation, même si elle ne nous plaît pas, on dit c'est faut comme ça que je fasse, donc on ne cherche plus, il va utiliser certaines bagues, machin. Enfin tout sera conditionné, et donc nous on n'existera plus. Oui, mais vous ne trouvez pas que quand on est dans une certaine étape au début, on va dire, de notre aventure avec la percussion à l'âge de 18-19 ans, on est en première année d'études à l'université, etc. Et puis moi, je vois souvent des étudiants qui essayent tout simplement de faire comme moi je fais, parce qu'ils sont influencés par ce que je c'est normal, ça. Voilà, justement, je pense que c'est normal. Et après, ça leur aide à trouver leur propre chemin. Bah oui, bien sûr. Donc ça... Mais ça, c'est indispensable. Si tu veux, il y a eu un truc qui était très intéressant. Je suis allé pendant 20 ans, quasiment tous les ans, tu sais, chez Keiko, oui. À Togakuen. Et donc, si tu veux, les premières années, on était dans le mimétisme total. Parce que alors, la mode, c'est tu faisais ça, la fille, elle faisait ça, machin, tu respirais, elle respirait. Et je dis ça sans caricaturer, c'était vraiment ça. Oui. Et à un moment donné, clic, 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 je te jure que c'est vrai, elles se sont emparées du truc. Mais c'est arrivé avec des étudiantes et des étudiants à Lyon, où pendant longtemps, tu te dis, bon voilà, donc ils sont super sérieux, ça bosse, magnifique, tout ça. Ouais. Je dis, mais tu sais pas où ils sont. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. J'ai un exemple magnifique. Un étudiant qui s'appelait Vincent, je dis que le prénom comme ça. Oui, bien sûr. Brillantissime, un soleil, un mec génial, incroyable. Mais très difficile de parler réellement de ce que j'aurais voulu partager avec lui. C'est-à-dire difficile de parler de profondeur, de temps, de suspension. Il faisait tout très bien, mais il n'en voyait que la périphérie. Et puis tout d'un coup, graffiti à Purgis. Mm-hmm. Et là, tout d'un coup, tout ce que j'avais essayé de lui mettre comme dans un entonnoir, tu as tassé dans sa tête, tout a fait du sens. À travers une pièce où, donc c'est quelque chose qui est, tu vois comment écrit à Paris, voilà, ouais. Avec des onomatopées, des machins, et puis tout d'un coup, en contrepoint à ça, il y a quelque chose qui a à voir. Et en fait, c'est l'idée d'un mec qui tue quelqu'un d'autre, d'un assassinat. Et donc, si tu veux, voilà, et donc il a, alors ça commence par Einflor, tu sais, et donc, je l'ai vu commencer à prendre ça, et le fait qu'il y ait ce contrepoint-là, il s'est totalement approprié la pièce. Et à partir de là, je pouvais lui filer n'importe quoi, c'était bon. Justement, alors je trouve ça parfait que vous avez donné cet exemple avec Apergis, c'est donc tout ce qui est lié au théâtre instrumental, etc., théâtre musical. Et vous pensez que justement faire jouer ce genre de pièces, comme aussi le corps à corps par exemple, qui est une pièce que j'ai jouée 150 000 fois sur scène, et je trouve que cette pièce m'a énormément aidé justement à avoir une autre approche au niveau de l'interprétation, que ce soit du Bach ou du Hurel, peu importe. Et vous ne trouvez pas justement qu'il faut essayer au moins de montrer ce genre de truc aux étudiants? Pourquoi ça marche? Parce que c'est totalement contextualisé. Il y aurait eu la partie simplement instrumentale dans Apergis. Il n'y aurait pas eu ce contrepoint du gars, parce qu'au départ, ça fait rire tout le monde, parce qu'il fait tout ça. Donc dans la salle, tout le monde se marre. Puis tout d'un coup, il y a une fois. Et puis on voit que le mec, en fait, non, il n'est pas heureux, il est juste fou. Il est dans un asile. Et il ne sait pas comment. Et il ne veut pas regarder. Et là, tout d'un coup, on va vraiment dans une dramaturgie, dans un récit totalement et c'est génial, c'est que l'idée, c'est de garder le plus longtemps cette ambiguïté entre le mec qui fait rire, sympa, à mettre son coude sur la congasse, et cette histoire qui vient de très très loin et qui l'obsède et qui finira par prendre toute la place. Et d'ailleurs, quand il avait passé son master, il y avait un collègue à lui qui était en blouse blanche qui avait sorti de scène. Donc, on était vraiment... C'était très intéressant de voir les gens qui rigolent au départ, puis après, ça rigole plus du tout. Et pourquoi c'est important de faire travailler ce genre parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une façon de contextualiser le mouvement musical. Et tu peux le faire avec n'importe quel compositeur, même très classique. Il faut mettre en contexte, il faut mettre la musique, il faut la mettre en état de nécessité d'être jouée. Si c'est pas nécessaire, faut pas jouer. Ça sert à rien. Si tu reproduis un truc, là tu parles du corps à corps, et ces pièces-là permettent d'avoir plusieurs lectures d'un même objet. C'est exactement quand je te parlais du tableau. Du tableau, oui. Dans une œuvre d'art, tu as uniquement 3 choses à parler. La naissance, donc la vie, l'amour, la mort. Si on occulte une de ces 3 trucs, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire d'œuvre. Parce que, alors après, t'imagines toutes les variations que tu peux faire autour de ces 3 thèmes. Mais si on ne touche pas à un moment donné dans
quelque production artistique, quelle qu'elle soit, ça peut être un ballet, ça peut être enfin, tout ce que tu veux. Oui. Si on ne touche pas, à un moment donné, un de ces trois, on n'est pas forcé de faire les trois, parce que, bon, tu vois, ça ne sert strictement à rien. Parce que, et quelle que soit l'esthétique. Oui. Et donc, ça peut se justifier par des moments de suspension, de supra-virtuosité, parce que c'est complètement enjoué et tout ça. Puis, enfin, tu vois, donc, on peut avoir derrière ça toutes les possibilités imaginables et inimaginables de concrétisation de ces trucs-là, mais il faut que ça touche à un endroit, même si c'est pas dit comme ça, à un de ces moments-là. Et c'est aussi, dans l'écriture, l'absence de contexte. Par exemple, quand tu as une pièce qui s'appelle, je sais pas moi, WZM, tu vois, et que tu as noir égale 136, bon, ça dit rien. Ça dit strictement rien, sauf si le mec il te fait une note d'intention en te disant pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais s'il n'y a pas, ça veut dire rien. Si le gars, après, à côté de 136, il marque urgence, déterminé, franchement, enfin tu vois, s'il arrive à mettre un mot, et ce qui est intéressant, c'est que dans la pièce de Karine Nolla que j'ai créée il y a quelques temps maintenant, en fait, on s'est interrogé sur qu'est-ce que j'écris. J'écris ce qu'on doit entendre ou ce que je dois faire. C'était une pièce pour 2 smartphones. Et c'est intéressant parce que ça veut dire, ça te marrerait, ça tu te marrerais, tu ferais ça très très bien. Et en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que se poser la question de l'écriture, c'est se poser la question de la transmission. Et donc, finalement, c'est la partition graphique. Et donc, ce qu'on a décidé, évidemment, parce que c'était quelqu'un de très brillant, c'est que, évidemment, je vais écrire ce qu'on doit entendre et pas ce que je dois faire. Comme je te disais, je joue pas ce qui est écrit, mais ce que je lis. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique. Et sur chaque état, c'est une pièce où il y a 23 états, sur chaque état, il y a un mot qui va conditionner ton approche. Alors évidemment, tu as des mouvements, voilà. Mais si tu veux, ça va conditionner ton approche par rapport à un son. Et donc, ça va le contextualiser. Tu vois. Et ce qui était très intéressant, c'est que évidemment, tu peux les prendre dans n'importe quel... Enfin non, l'ordre est constant, mais tu peux commencer sur le 22, ainsi de suite, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de penser l'analyse par la succession des mots. Et donc, tu as un récit abstrait, mais tu as un récit qui se forme. Et donc, toi, tu es en résonance, en réponse à ce récit. Attention à la panne. Oui, attention. Pourquoi, regarde, quand on voit les boîtes à rythme, quand elles sont à Paris en 70, vous n'étiez pas nés, jeunes gens, on s'est dit, il n'y aura plus de batteurs, c'est fini et tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a commencé à électroniquement pouvoir faire évoluer les choses, on a mis des algorithmes, de façon à ce que ça bouge un petit peu. Exactement. Et parce qu'on s'est rendu compte que la régularité absolue détruisait la régularité. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois. Et je prends toujours les... Alors, je ne vais pas me lever là, mais je prends toujours l'exemple quand je fais des masterclass. Je fais 1, 2, 3, tu vois, puis 1, 2, 3, puis je recommence. Alors, je dis, bon, est-ce que j'ai fait la même chose ? Il me dit, bah oui. Je dis, bah non. Parce qu'entre les deux, il s'est passé 2 secondes. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Donc, arrêtez de voir croire la répétition du truc, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant de penser, même les musiques électro, tu as des choses qui font bouger. Alors, c'est à la marge, mais parce que, en fait, quand tu veux faire un truc, bon, si tu veux écrire ça rythmiquement, tu vas faire croche-pointé double. 1, 2, tac, 4, 1, 2, tac, 4. C'est étrange, ça sonne pas pareil. Tu vois pourquoi ? Parce que c'est entre. Parce que c'est contextualisé, c'est dans du mouvement. C'est dans et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Faulkner que m'avait fait découvrir Thierry Lemay. Parce que justement, il y avait cette idée de cette remise en route nécessaire, c'est-à-dire de relecture nécessaire, de recréation nécessaire d'une œuvre. J'étais à je ne sais plus où, et donc je finissais une masterclass où je joue beaucoup, comme et il y avait une fille ravissante qui me dit « Mais monsieur, vous jouez toujours beaucoup de Bach, qu'est-ce que c'est Bach pour vous ?» Qu'est-ce que c'est Bach pour moi, ça ? Et qu'est-ce que vous aimez dans Bach ? J'en avais aucune idée. Et donc là, il faut être, alors, comme tu es à l'étranger, il faut paraître un peu intelligent, tu dis plus en anglais, tout ça. Donc tu essaies de rassembler tout. Et j'ai rien trouvé d'autre que le silence. Et je trouve que finalement, pour moi, la signature de Bach, c'est le silence qui précède et qui résulte. Enfin, il nous change le temps. Jouer du Bach au marimba pendant l'éducation d'un étudiant qui fait son cursus licence-master, est-ce que vous trouvez ça obligatoire ou au moins quelque chose qu'un étudiant devrait essayer de connaître un peu au moins ? La façon dont on regarde cette musique, justement. Est-ce que ça aussi, selon vous, est-ce que ça aide à un musicien de se développer en tant que percussionniste aussi, surtout ? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure quand je vous ai posé la question. Est-ce que faire de la perguise, par exemple, donc du théâtre musical instrumental, de s'ouvrir complètement d'une différente manière sur scène, est-ce que ça aide
à être un meilleur interprétateur sur n'importe quel autre morceau. Et pareil pour Bach. En fait, pourquoi Bach En fait, tout dépend comment tu l'enseignes. Si c'est pour reproduire comment on joue au violon ou au violoncelle, absolument pas. Il faut oublier. Absolument et par contre, parce que Bach, c'est le plus grand prof. S'il y a un professeur, c'est Jean-Sébastien Bach. Pourquoi? Parce que si tu veux, il te donne des partoches, de la partoche, que lui-même a transcrit 1001 fois, donc c'est vraiment le premier Europe Écologie Les Verts. Là. Donc il a recyclé plein de choses. Et pas de tempo, pas de nuance, simplement des caractères. L'idée d'une suite de danse, c'est l'idée d'un moment partagé autour du mouvement, contrasté, avec ses attentes, avec ses creux, avec ses pleins, comme une écriture avec les pleins et les déliés. Et à partir du moment où on prend ça en compte, c'est-à-dire qu'on est impliqué dans le caractère de chaque danse, avec ce qu'elle contredise de la suivante, ainsi de suite, tu vois, de façon à ce qu'il y ait un réel relief, il faut absolument faire travailler du Bach. Parce que précisément, alors il ne faut pas se gourer d'édition, mais il faut prendre Galamian ou Bernard Richter, mais enfin, tu vois, celles qui sont les plus dogmes, tu vois, qui reproduisent le plus les éditions originales. Et en fait, on parlait des nuances tout à l'heure. Oui. Il n'y en a pas. On parlait des tempos, il n'y en a pas. Et donc, c'est dire que, qu'est-ce qu'il nous donne, le garçon? Il nous donne, voilà, une chaconne. Il nous donne une lourde, une bourrée, voilà. Et donc, eh bien, on va écouter ce que c'est qu'une bourrée et on va voir comment ça. Et on va se trouver en contact total avec, dans un moment donné, dans un endroit donné, un mouvement qui sera adéquat, ou trop vite, ou trop lent. Et l'interprète dira, ok, parce que c'est de la danse, parce que ça doit être de l'incarné, parce que ça doit être du mouvement qu'on doit remettre en marche. Et c'est fondamental de faire travailler du Bach, ne serait-ce que pour la forme enfin toute bête, tu vois, tonique dominante, dominante tonique. Et donc, comment je passe de l'une à l'autre, surtout quand il y a des répétitions, comment je fais en termes de plutôt secret, plutôt affirmé, tu vois, comment je disparais, comment je les conjugue. Et donc, ça veut dire que sur une même pièce avec reprise, tu vois. Oui. Tu peux imaginer plusieurs parcours et tu peux même proposer à l'étudiant, bah tiens là tu vas faire forte piano piano forte ou piano forte forte piano. Enfin tu vois, tu peux imaginer plein de choses comme ça de façon à ce que ils se rendent compte des possibles. Le pire quand on lit une partition, c'est de la prendre en compte telle qu'elle est et dire c'est comme ça. Oui. Ça c'est la pire Mais vous des ne trouvez choses. pas que Bach justement c'est quelque chose comment dire? Parce que on peut au niveau de l'interprétation des morceaux. La façon dont moi aussi je vois les choses. Donc on peut interpréter les choses au niveau dynamique, la dynamique donc, mais aussi au niveau du temps, donc le rythme. Et est-ce que Bach, c'est pas l'exemple ultime pour faire comprendre aussi aux gens qu'on peut faire énormément de choses au niveau de l'interprétation en utilisant seulement le rythme. Juste, parce qu'il y a énormément de pièces de Bach où c'est blindé de double croche, non-stop des double croches. Et maintenant, c'est le challenge pour nous. C'est souvent quand il y a des doubles. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à l'origine une danse et donc c'est une variation. Donc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis le temps, par exemple sur une sarabande, c'est le deuxième temps qui est le plus important. Pour le rendre plus important, on va reculer le troisième. Exactement. Et on va raccourcir le premier, mais on va pas jouer plus fort. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre aussi, d'avoir une autre approche de l'instrument. En plein et en délié, ce que je disais tout à l'heure. Tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment fondamental d'avoir ça. Et effectivement, il faut le questionner, ça. Jeu de 4 baguettes, parce que ça c'est aussi un truc qui me fascine, cette compétition aussi, ou cette guerre, je ne sais pas comment l'appeler, entre le grip classique ou le Stevens, parce que le Stevens c'est mieux. Les gens qui jouent avec 8 baguettes. Ouais, alors non, on ne va pas parler de ça, non, absolument pas, on va juste faire 4 pour le moment, c'est bien. Mais entre le Stevens et le Burton, par exemple, non, le Burton, ça sonne mieux parce que je sais pas quoi. Non, le Stevens, c'est mieux pour les Yamaha qui sont plus grands, plus larges. Blablabla. En fin de compte, quand je vous vois jouer, alors ça, je trouve que c'est un exemple parfait. Vous avez un grip différent dans chaque main. Oui. Vous jouez du Burton à la main droite, et à la main gauche, vous faites quoi? Stout. Enfin, on m'a dit que c'était Stout. En gros, en fait, si tu veux, je cherche. Mais après, c'est pour ça que c'est très, très intéressant. Et j'avais des étudiants qui faisaient Stevens, j'avais des étudiants qui modulaient. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on cherche comme son et quels sont, d'après nous, d'après soi, le meilleur moyen de l'obtenir. Moi, je suis basique, moi, c'est badaboum. Donc, il faut que ça joue. Donc, je prends ma baguette, je mets l'autre, mais j'ai celle-ci qui est maîtresse. Et, voilà. Et là, en fait, c'est à cause du simil. C'est qu'en gros,
je cherchais à avoir le même sentiment d'intervalle, mais avec la différence que tu connais très bien de l'âme. Oui. Et donc, il fallait que je décale d'un. Et c'est fait. Et Et, voilà. ça m'a pris... C'est aussi simple que ça quand tu penses. c'est parce que je voulais... C'est une question d'approche, c'est une approche d'appropriation. Oui. Mais c'est en fait, les gens ont tendance à compliquer les choses. sûr. Ils parlent pendant 4 heures que non, peut-être qu'il faut que je change de grip parce que je sais pas, là, j'y arrive pas avec les octaves. Le grip, c'est le son. Le grip, c'est le son. C'est pas. Et moi, je connais des gens qui jouent très très bien Burton sur un 6000 et ça se passe très très bien. Donc c'est pas le problème. La technique n'a jamais été un problème en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend en termes de son, en termes de phrasé. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut souligner. C'est pour ça que mes baguettes sont un peu plus lourdes, parce que justement, ça vient des timbales, c'est que tu pourras jouer plus fort ou n'importe quoi. Oui. S'il n'y a pas un son, s'il n'y a pas une matière sonore a priori, mais tu ne peux pas travailler dessus. Par exemple, si tu as une baguette très légère, déjà au niveau du contrôle, c'est beaucoup plus difficile. Et puis tu es forcé de tout contrôler, tu vois. Et dès que tu vas jouer fort, ça va être un caillou. Et donc, si tu as déjà une matière, tu as déjà ton son du matin, tu es là, ton mezzo forte tranquille, voilà, ça joue comme ça. Et donc, tu as déjà le son. Et donc, à partir de ce son-là, de ce jour-là, tu pourras creuser ou tu pourras faire plus. Ouais. Mais il faut déjà en prendre conscience. Et ce mezzo forte, je veux dire, cette espèce de nuance naturelle qui vient comme ça, donc médium, on va dire, plutôt que mezzo forte, en fait, c'est à partir de celle-là que tu travailles. Ouais. Mais tu peux travailler du son à partir du moment où il y a du son. Si tu dois contrôler, évidemment, plus c'est léger, plus tu vas vite. Mais si c'est pour pas que ça sonne, je vois pas l'intérêt. Et puis on perd tout ce qu'on peut gagner, soi-disant virtuosité, on le perd en phrasé, on le perd en puissance, on le perd en intensité. Le doigté. Alors ça, c'est aussi quelque chose... Excellente question. Ah, bien, merci. Excellente question. Tu vois, par exemple, Do, si ça fait... Donc, voilà, la Do majeur. Donc, en gros, si tu veux, ce qu'il faut, c'est... L'obsession pour moi, c'est de trouver la baguette qui est le moins loin de la note que je veux jouer. Ouais. Donc, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. En Pologne, en fait, on est en mode frisé. Bah oui, je sais bien. On joue tout frisé. Je sais bien. Même si c'est injouable ou c'est super compliqué, on joue frisé. Je l'ai fait dernièrement dans une masterclass, là, et un gars jouait, je sais plus quoi. Mais si, c'est ça, le prélude de la Do majeure, de suite. Oui. Je sais. Et en gros, donc voilà, 4 baguettes, mais tout à 2 finalement. Et donc, je dis, prends-en 2. Alors il me regarde, je dis, pourquoi? Parce que de toute façon, tu fais tout à 2. Donc, et donc, je lui fais mon petit truc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement que le gars reproduise le doigté, c'est qu'ils comprennent que la fluidité du mouvement. C'est ce que j'explique un petit peu dans la vidéo dont tu parlais là, chez Resta, là, chez Jay, tu vois, où justement, en fait, c'est le chant qui prime tout. Et donc, tout ce qui va contredire un chant, un phrasé, une révérence, un mouvement, en sens d'une logique, il faut absolument que ton chant corresponde au mouvement. S'il y a trop d'interactions comme ça, tu vas contredire le mouvement. Donc de toute façon, tu vas travailler 1000 fois plus pour retrouver quelque chose que tu pourrais faire de façon presque, entre guillemets, naturelle. Tu vois. Et avec deux, trois petites doublées, de petites rotations. Et puis il faut être dans cette fluidité du mouvement. C'est de la danse, c'est de la chorégraphie. Ouais. C'est tout tu vois, par exemple, quand on joue des instruments traditionnels, que je ne connais pas, que je ne sais pas jouer, mais ils sont tous dans un mouvement de danse, parce qu'ils ont été faits pour ça. Et donc, si tu veux, normalement, on ne joue pas de castagnette assis. La castagnette, ça se danse. Ça, machin. Et donc, parce que ça participe d'une énergie, exactement. Et c'est tout le corps qui est dans l'énergie. Et donc, si tu veux, la conséquence, c'est que je fais plein de choses avec mes doigts sur les castagnettes, mais en fin de compte, c'est le mouvement qui les porte. Et bien, c'est la même chose sur un clavier. Exactement. Moi, je suis très content que vous l'ayez dit. Ensuite... Tu me dis les choses que je dois dire comme ça. Ça m'a très intéressé. Ce que vous m'avez écrit il y a 2 jours. Je suis inquiet de l'avenir de nos institutions et de la pluralité des esthétiques que l'on doit toujours être en capacité de proposer et de défendre. Bon, c'est réglé, je suis grillé là. Donc, oui, au pire, on le mettra pas. Mais je suis très très curieux. Non, je suis inquiet, oui, parce que. Mais je suis inquiet parce que aussi, je vieillis. Je pense que plus on vieillit, plus on a tendance à penser, et j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Oui. On a tendance à penser que les choses foutent le camp. Je ne le pense pas. Je suis inquiet sur la dimension, je dirais, plus d'exigence en termes d'école. Je suis inquiet sur l'école, espace de liberté, espace d'apprentissage, qui devient malgré tout, dans certains cas,
une école prestataire de services. C'est-à-dire l'étudiant vient, il veut ça, on lui fournit ça. D'accord. Et ça m'embête parce que, évidemment, il y a le projet d'étudiant qui est central, et ça, au moins, ça, c'est sûr qu'il faut le défendre. Mais si en je même comprends temps, bien, c'est trop. Vous voulez dire que quand vous dites que l'étudiant vient, il veut le A, B, C, D, E et on lui procure ça, vous voulez dire que c'est trop simple? Non, ça veut dire qu'on n'est pas une école. À partir du moment où on ne fait que suivre le désir de l'étudiant, ça sert à rien, c'est plus une école. Une école, c'est là pour justement provoquer l'étudiant, pour le déplacer, pour lui proposer d'autres choses. Si on ne fait que suivre ce que veut l'étudiant, ça s'appelle un cours particulier, et puis voilà. Mais c'est un peu ce qui se passe en fait. Effectivement, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que de mon côté... Et c'est pour ça que la notion d'école est centrale aujourd'hui. C'est le questionnement, l'école. Quand il y a eu le Covid, je parlais du Covid tout à l'heure, en fait, les seuls endroits de création en France, c'était les écoles. Tous nos grands théâtres qui se gobergent de nous, la création, les grands théâtres et machin, tout ça, ils étaient fermés. Et puis on payait pour eux. Je peux te dire qu'on a payé pendant 2 ans et ils n'ont rien fait. Et s'ils vivent encore, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de casquer. Là où ça marchait, c'était les écoles. Moi, mes étudiants, ils se sont arrêtés. Je parle des compositeurs, puisque je m'occupe maintenant de la création à Lyon. Les étudiants, ils se sont arrêtés 3 mois. Ils sont arrêtés du mois de mars jusqu'au mois de juin. Mois de septembre, on enregistrait. Le festival, on ne l'a pas fait, mais on a fait une immense séance. On a fait 2 semaines de répétition et d'enregistrement dans une salle géniale, à Varèse. Tu vois. Et donc, si tu veux, l'école a repris tout un coup le truc. Et ça signifie bien que un des seuls, pas le seul, parce que là, évidemment, mais l'école est fondamentale. Et on finit par perdre l'idée que l'école doit être, quand on dit elle doit être au service de l'étudiant, tu vois. Ça fait marrer. Ça veut dire quoi être au service de l'étudiant? Faire que ce dont il a besoin? Donc ça veut dire que le gars, il veut jouer, je sais pas, la quatrième de Brahms, et bien on va lui apprendre, les violonistes, on va lui apprendre la quatrième de Brahms. Au revoir Choupard. C'est quoi? C'est ça l'école de ce qu'on veut? Si on ne bouscule pas, si on secoue pas l'étudiant pour dire mais il y a ça aussi, fais attention, il y a ça aussi. C'est plus une école. Et ce qu'on a voulu faire, malheureusement, c'est dans nos écoles, c'est qu'on a voulu institutionnaliser quelque chose qui nous échappe, l'art. Ouais. Et là, si tu veux, c'est là où on n'a pas été bon en musique, contrairement aux écoles d'art, c'est qu'on a toujours... Il y a le maître, tu vois, le professeur, tu vois. Eh bien, dans les écoles d'art, c'est collégial. Et dans les écoles d'art, c'est une autre approche, c'est beaucoup plus collégial. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur les fondamentaux, ça ne veut pas dire qu'on n'enseigne rien, que c'est pas une MJC, le truc. Mais ça veut dire que la conception même de l'accompagnement du projet d'étudiant est différente. Et c'est ce qu'on est en train de faire, et avec beaucoup de bonheur à Lyon en ce moment, parce que justement, on est en train de travailler sur le master comme étant justement un cursus qui va progressivement permettre à la fois, à partir d'un contenu d'une grande qualité, de permettre aux étudiants d'aller plus loin dans leur projet. Ouais. Mais toujours dans une conception d'école, c'est-à-dire que c'est pas open bar, quoi. Il y a un équilibre, et c'est ce qu'on essaie de faire dans nos écoles et en France, mais comme partout dans le monde, on essaie de trouver, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de ne pas les perdre de vue. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que aujourd'hui, un étudiant qui veut être compositeur en électroacoustique, il peut se faire tous les tutos du monde. Et il pourra écrire la musique. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il va n'utiliser que ce dont il a besoin. Et donc, ça veut dire qu'il aura une ouverture qui sera celle de son propre programme. Et donc, si tu veux, il aura une ouverture sur le monde qui sera hyper limitée, hyper cadrée, hyper... Voilà. Et donc, il ne pourra pas bénéficier de tout ce qui s'est fait. Par exemple, j'avais eu un étudiant en classe de percussion, pour te dire... Ça t'expliquera pourquoi j'ai arrêté d'enseigner la percussion. Un étudiant me dit « Oui, monsieur, j'ai une idée, machin, super de projet, tout ça, avec des casseroles, des trucs, tout ça. » J'ai dit « Super, t'as entendu, et donc t'as été écouté un peu telle pièce de Cage et tout ça, machin. » Il me dit « De qui ?» Ah, ouais. Voilà. Et donc, si tu veux... Ouais, je comprends. Ouais. Et donc, si tu veux, au bout d'un moment, tu te dis, le gars, il est en train de perdre un siècle, là. Ce qu'il faut, c'est... Et c'est là où, si tu veux, il faut pas être trop carré. Oui. Les choses évoluent. Et les choses bougent. Parce qu'en parallèle à ça, il y a des choses que nos étudiants font aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas avant. Ils cherchent dans une direction dans laquelle ils ne cherchaient pas avant. C'est-à-dire qu'en gros, on voudrait, c'est pour ça que je te parlais de mon âge, je pense que dans mes réactions parfois un peu cash, si tu veux, je suis en train de reproduire peut-être certains modèles que je n'aimais pas chez mes aînés, tu vois. Et donc je suis très vigilant par rapport à ça, parce que même si j'ai eu des étudiants, mais il y a 20 ans,
dans une des premières promotions, pour pas trop cibler, je demande à un étudiant est-ce qu'il a déjà écouté une ouverture de Mozart. Il l'avait jamais écouté. Bon, il connaissait Mozart, mais il l'avait jamais écouté. Ça me pose un problème. Tu peux te dire, bon, monsieur, il est gentil, la percussion, on s'en fout de Mozart. Mais en même temps, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que si on donne du sens à ce qu'ils font, dans le sens où on met en perspective leurs travaux, leurs projets et tout ça, finalement, on finira par en parler. Les étudiants aujourd'hui, quand ils doutent, ils trouvent que c'est un problème de douter. Ils trouvent que c'est quelque chose de pas normal. On leur vend ça parce qu'il faut qu'ils soient parfaits. Parce qu'on prétendrait... Moi, je me rappelle très bien Stevens, grand marimbiste, machin. Oui, bien sûr. Voilà. Et en gros, on était à Madrid, on faisait une masterclass. Donc, t'imagines. Et donc, c'était à l'époque où il faisait les inventions à deux voix. Oui. Ré mineur, ré mi fa sol la si, do si la sa fa mi. Voilà. Ouais. Le gars, il le jouait comme un étudiant qui était en pédo au piano. Et c'était Stevens. Bah oui. Voilà. Et donc, il y avait la perfection, il voulait absolument faire toutes les notes. Ça, ce n'est pas un caramel, son truc. Et c'était musicalement absurde. Tu vois, et tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Si t'es pas moi, j'ai jamais joué ça parce que je ne peux pas. Là, je vous le chante, je suis incapable de le jouer. Ouais. Et je ne peux pas jouer ça. Je ne peux pas jouer ça comme je rêverais le jouer. Et donc, je ne vais pas faire ça. Parce qu'en termes d'indépendance, c'est génial et tout ça. Ouais. Exercice dans le cadre de la classe, machin, tu peux faire des auditions avec, c'est très bien. Mais pas sur scène à jouer. Ouais, parce que si tu veux, il y a un rapport à une réalité du mouvement. Et donc, si on veut s'obstiner à jamais faire de faute, à jamais à taper à côté, il faut être caissier à la Samar. Ouais. Là, au moins, tu as des touches, tu essaies de ne pas se tomber. Mais il faut arrêter. C'est un non-sens. Oui, et puis, vouloir le faire, vouloir arriver à cette perfection-là, c'est comme le respect du texte. C'est une ineptie artistique. Les coulures de Bram Van Velde, quand tu regardes les défauts des tableaux, c'est ce qui leur fait du sens. La 9e de Beethoven, pourquoi tout d'un coup on est à 4 sans arrêt, des carreaux de puis il y a une 5e mesure, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là? Tu vois? Non mais c'est ça, tu vois? Et c'est ça qui fait que, tu sais, quand on parlait d'algorithme par rapport aux boîtes à rythme, tu vois, c'est cet entre-deux qui nous fait rendre vivants. Donc pourquoi cette idée de perfection absolue? Je trouve que c'est très percussion, ça. Le côté où il faut... Non, c'est tous les instruments. Ah ouais, vous pensez? Ah oui, je suis sûr. C'est tous les instruments. La perfection, il faut être absolument parfait. Non, plutôt le fait d'essayer de jouer parfaitement le texte sans vraiment sans que ça soit intéressant musicalement. Le fait que vous utilisez le mot chanter, par exemple. Peut-être parce que les pièces qu'on joue ne sont pas intéressantes aussi. Peut-être que la majorité des pièces sont écrite par des percussionnistes pour jouer pour des percussionnistes et pour être entendu par des percussionnistes. Oh là là, peut-être que c'est moi qui parle là aussi. Peut-être que ça va être. Non mais on en est là quand même. Mais c'est pour ça que je suis. Et donc si tu veux chercher du sens musical. C'est pour ça que je vous ai posé la question au début. Qu'est-ce que vous pensez de la percussion aujourd'hui? Et c'est ce que vous venez de dire, que c'est des pièces écrites par des percussionnistes, jouées par des percussionnistes pour des percussionnistes. Je trouve ça un peu triste. Bah oui. Très peu intéressant. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus généraliser. Parce qu'il y a des pièces pédagogiques qui sont passionnantes, oui, et voilà. Sur lesquelles tu peux rebondir et sur lesquelles tu peux transformer le projet. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un projet, par exemple, autour de telle difficulté ou tel mode de jeu, je ne sais pas quoi, et à travers ça, tu peux faire entendre des choses de la personne. Mais c'est en t'éloignant du texte que tu vas le faire entendre. Ce n'est pas en étant scotché dessus. Ouais. Moi aussi, je suis une personne qui doute tout le temps de ce que je suis en train de faire. C'est bien, c'est pour ça que... Et des fois, quand j'entends des choses que je me dis « Ah, mais c'est exactement la même chose que je suis en train de faire », donc ça me... Tu sais, j'ai une expérience comme ça, excuse-moi de couper. Oui. Quand j'étais à Paris, donc avant le conservatoire, j'ai enseigné au conservatoire à Paris, et il y avait Antoine Marsalis, un trompettiste de jazz, qui est invité par il s'en va rien, département de jazz. Donc quand je sais ça, je dis aux étudiants « Allez, on va voir machin, laissez tomber vos baguettes. » Et donc moi, j'étais à la fin, tu vois, j'étais complètement coincé contre la porte, et il commence à parler. Bon, c'est un gars incroyable. Ouais. Et il commence à parler. Et je dis, putain, il est monstrueux. Waouh. Et en fait, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit simplement ce que j'essaie de dire à mes gars. Sauf que c'est moi, Antoine Marsalis, tu vois. Et donc, par exemple, tu vois, je dis, moi, à mes étudiants, voilà, ça, c'est drôle de lampe, parce qu'elle est verte, quoi. Et puis, tout d'un coup, tu as Marsalis qui arrive, il dit, hey man, it's green, you know. Tu dis, putain, elle est verte. Tu vois, parce que oui, parce que c'est le moment. Et là, tu dis, waouh, c'est vert et tout. Ah là là, il m'a dit ça, tu vois. Et donc, on est vraiment... Et c'est logique, parce que c'est l'idée de la rencontre. Parce que tu as un gars qui est incroyable, c'est une star énorme. Enfin, c'est un mec, un musicien. Moi, je l'ai vu jouer aux États-Unis, un truc, il faisait une masterclass. J'ai vu faire une masterclass, là, c'était une présentation à Paris. Une masterclass, il jouait tout seul, t'entendais le big band derrière. C'était monstrueux.
Tu entendais le big band, je ne sais pas comment il faisait. Bon. Et donc, c'est des grands. Mais si tu veux, ça aurait pu être un autre. C'est le principe même de la rencontre, d'une attente. Donc, les gars, ils sont avec leur verre à plein, ils sont au taquet, puis tout d'un coup, le mec, il dit « Ah, ça déborde ». Parce qu'ils ont envie d'attendre, ils ont envie d'entendre ça. Ouais. Ils attendent quelque chose qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça qu'il faut créer, c'est ça le contexte pédagogique. Ouais. Et encore une fois, c'est l'envie. On fait plus rien par désir, on fait par obligation, on prend des jobs qu'on n'aime plus. Tout à l'heure, pour les ados, le regard de l'autre qui prime sur notre regard sur nous. Exactement. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est un contexte. C'est pour ça que je mettrai certainement pas, tu vois, je ferai pas en disant c'est un scandale, ils connaissent plus les Beethoven et tout ça. Je dis simplement, il va falloir qu'ils récupèrent de leur humus parce que ça leur appartient autant que moi. Tu vois, je suis pas plus propriétaire de la première de Brahms que n'importe quel étudiant, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, si tu veux, il va falloir qu'ils récupèrent différemment et autrement. Ce sentiment que j'ai eu à ce moment-là, quand mes parents se couchaient, je mettais la cassette et j'écoutais les 4 symphonies de Brahms, tu vois. Il retrouvera ça sera peut-être pas du Brahms, ça, mais il va retrouver cette énergie, ce désir qui va lui permettre d'avancer, tu vois. Et c'est ça qu'il faut recréer. Après, les contextes sont tous différents. C'est dommage qu'ils ne soient pas curieux. Et donc, il faut les ramener à une forme de curiosité. Peu importe s'ils ne connaissent pas John Cage. Mais qu'au moins qu'ils aient la curiosité de... Surtout maintenant, qu'ils regardent un peu, quoi. Voilà. Il met casserole, ça attaque John Cage qui tombe, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même pas compliqué, tu vois. J'exagère un peu. Oui, mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et c'est fondamental. Et après, ils en feront certainement pas ce que toi, tu pourrais en faire. Oui. Ils en auront certainement pas ta lecture. Oui. Mais c'est cette chose tellement fugace, tellement fragile, qui fait qu'on est enseignant. Enseigner, c'est pas donner quelque chose, c'est vas-y gars, va plutôt par là. Ouais. C'est juste ça. Et si on arrive à le bousculer gentiment, parce que maintenant, comme tu disais, il faut faire attention, mais si tu arrives simplement à lui donner, voilà, regarde, plutôt par là, tu sais. Je me souviens très très bien de votre mail que vous m'avez écrit il y a quelques mois, et vous avez écrit quelque chose du genre que vos rencontres avec les étudiants que vous avez eus pendant des années et des années, c'est votre seul succès professionnel. Est-ce que vous... Oui, en fait, je voulais dire par là que la chance que j'ai eue de rencontrer, de croiser tous ces étudiants-là, sera et est ce qui est la plus belle chose qui me soit arrivée dans mon domaine professionnel. La plus belle chose, parce que vous avez utilisé le mot seul, la seule chose. Oui, parce que je vais peut-être pas être en forme à ce moment-là, mais, mais fondamentalement, c'est grâce à... En fait, c'est grâce à d'une certaine façon, une forme d'exigence que vous portez tous, collectivement, que j'étais forcé, moi, de ne pas trop vous lâcher. Ah, c'est beau, et c'était l'idée, et c'est pour ça que, pour en finir, puisqu'on va bientôt arrêter, c'est l'idée c'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas réussi à suffisamment anticiper, que je me suis dit que j'étais plus tout à fait à la bonne place. Ouais. Tu vois, toujours mes 3 piliers là. Et à partir du moment où on se sent plus vraiment juste au sens... au bon endroit, au bon moment, on peut jouer le jeu, on peut faire comme si, mais c'est trop d'énergie pour moi et j'ai préféré laisser ma place et puis surtout être dans la résonance de ce que j'avais vécu avec vous, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Ah, merci bien. Bon Jean, c'était un plaisir. Mais réciproque. De vous voir après 5 ans. Mille merci. De pouvoir parler avec cette lampe qui est... Donc verte, on a bien compris qu'elle était verte. Voilà. Donc merci. Merci, mille merci. Merci à toi, tu rigoles. Et à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Voilà.